Bonjour, bienvenue à ce webinaire sur la santé mentale et l'activité physique, présenté par l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal. Afin de parler de ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Doré, professeure à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheure au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Les travaux de recherche de Madame Doré portent sur l'activité physique comme stratégie pour promouvoir la santé mentale et réduire le risque de troubles anxieux et dépressifs, et visent à comprendre les mécanismes susceptibles d'expliquer les bienfaits de l'activité physique sur les indicateurs de santé mentale. Ces recherches s'intéressent principalement aux adolescents, aux jeunes adultes, de la population générale, les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer et les populations greffées et immunosupprimées. Sans plus tarder, je laisse donc la parole au docteur Isabelle Doré. Bon webinaire. On voit émerger les premiers signes et symptômes des troubles mentaux très souvent. Et on sait qu'à cet âge-là, les troubles mentaux ou les faibles niveaux de santé mentale et de bien-être ont un impact énorme sur le cheminement de vie. Donc, au niveau de la réussite scolaire, au niveau des relations avec les pairs, au niveau du fait de poursuivre, par exemple, à l'école, d'être capable de se trouver un travail. Donc, j'ai vraiment un intérêt très particulier pour cette population-là qui vit une transition incroyable dans sa vie et pour laquelle l'activité physique peut justement être excessivement bénéfique. Donc, voilà pour le fardeau grandissant. Il y a aussi une reconnaissance de la nécessité d'agir en amont, et c'est pour différentes raisons. Donc, tout d'abord, quand on parle des jeunes, mais aussi de beaucoup d'autres populations, on sait que les gens consultent relativement peu pour des raisons de santé mentale. C'est peut-être un des effets, si je peux me permettre, relativement positifs de la COVID, du fait qu'on parle beaucoup plus des difficultés au niveau de la santé mentale. Je pense qu'on est en train tranquillement d'ouvrir une porte pour déstigmatiser la santé mentale, ce qui fait en sorte que les gens sont un peu plus enclins à demander de l'aide ou à aller chercher de l'aide, mais il n'en reste pas moins que les gens consultent relativement peu. Chez les jeunes, c'est particulièrement vrai. On sait qu'environ 70% des jeunes qui sont atteints de troubles anxieux et dépressifs ne consultent pas. Donc, face à ce constat-là, on conçoit, on perçoit l'importance d'agir en amont, donc pour promouvoir une bonne santé mentale, mais également pour prévenir l'apparition de ces premiers symptômes-là, que ce soit chez les jeunes ou chez d'autres populations adultes. Il y avait de plus en plus, et il y a encore de plus en plus, une interrogation tant au niveau de la recherche que dans les milieux de l'intervention pour de nouvelles stratégies. Donc, c'est que la pharmacothérapie et la psychothérapie, qui sont les deux traitements recommandés pour la gestion des troubles mentaux courants, ne sont pas toujours efficaces dans d'autres populations, dans certaines populations, pardon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, que plusieurs personnes ne consultent pas pour des raisons de santé mentale. Donc, tout ce contexte-là, face à la montée et la croissance de la prévalence des troubles mentaux courants, des faibles niveaux de santé mentale de la population, le fait que les gens consultent peu, que l'efficacité des traitements qui sont recommandés est relativement variable. Et ce constat de l'importance d'agir en amont, l'activité physique est apparue comme une stratégie innovante, intéressante et même plus que prometteuse, qui s'est déjà démontrée dans plusieurs études très efficace et qui comporte de nombreux avantages. Donc, premièrement, l'activité physique, contrairement à beaucoup d'autres comportements ou états dans l'existence des individus, c'est un comportement qui est modifiable. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut intervenir. On peut encourager quelqu'un, on peut motiver quelqu'un, on peut donner des ressources, créer un contexte qui soit favorable pour que la personne adopte ou retourne à l'activité physique ou maintienne sa pratique d'activité physique. Un autre élément fort intéressant en lien avec l'activité physique comme stratégie d'intervention, c'est l'accessibilité. Donc, il existe énormément d'infrastructures et de ressources qui sont déjà en place. Donc, on est dans une ère de société où, par exemple, les problèmes d'obésité, les problèmes des maladies cardiovasculaires, des maladies cardiaques ont beaucoup orienter l'intérêt vers la pratique de l'activité physique, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'interventions, tant au niveau des populations cliniques qu'en population générale, chez les enfants, les adultes. Puis je vais vous donner plusieurs exemples par la suite qui ont donné lieu au développement de ressources, de milieux promoteurs d'activité physique et d'infrastructures, que ce soit dans les parcs, dans nos milieux ou dans les écoles, pour favoriser la pratique d'activité physique. Donc, l'activité physique jouit d'une certaine accessibilité, mais également d'une acceptabilité. Donc, l'activité physique jouit un peu
d'une certaine notoriété, mais aussi est beaucoup associé à quelque chose de plaisant pour la plupart des gens. C'est très peu stigmatisant et on reconnaît facilement que l'activité physique, c'est quelque chose qui est promoteur de santé au sens global. Malheureusement, ou heureusement, je pourrais dire, malheureusement, peu de gens ou pas encore suffisamment de gens connaissent les bienfaits de l'activité physique pour la santé mentale. Et je pense que c'est là qu'on se doit d'en parler le plus possible pour reconnaître que oui, l'activité physique est bénéfique pour la santé physique, mais également pour la santé mentale. Autre élément fort intéressant en lien avec l'activité physique, c'est qu'il existe déjà beaucoup de programmes au niveau des villes, au niveau des politiques publiques, au niveau des milieux de travail, des écoles, en centres hospitaliers qui sont dédiés à la promotion de l'activité physique, mais qui n'ont pas nécessairement pour cible la promotion de la santé mentale ou la prévention des troubles mentaux courants. Donc, ces interventions-là sont existantes et pour la plupart nécessitent de toutes petites adaptations pour s'assurer qu'elles puissent être orientées ou promouvoir des effets bénéfiques ou des bienfaits sur la santé mentale. Donc, on est déjà dans un contexte où il existe des choses, il y a peut-être simplement des adaptations, des petites modifications ou des ajouts pour faire en sorte que ces interventions-là puissent permettre vraiment de cibler la santé mentale également. Puis enfin, un autre intérêt de l'activité physique, c'est que oui, ça a un effet sur la santé mentale et les troubles mentaux, mais ça a un énorme effet aussi sur les comorbidités qui sont associées et ça, on va y revenir par la suite. Donc, avant de rentrer dans le sujet de l'activité physique puis de la santé mentale, je pense que c'est important de définir ce que c'est l'activité physique. Très souvent, on va penser à l'activité physique comme au sport ou à l'exercice. Donc, quand on parle de sport, on parle d'une pratique qui est entourée de règles, qui est généralement structurée et qui implique très souvent des niveaux assez intenses et élevés d'activité physique. Les exercices, c'est ce qu'on va faire, par exemple, dans un cours, dans un groupe, en réadaptation, où on va répéter le même mouvement pour améliorer sa compétence à réaliser le mouvement. L'activité physique, c'est ça, c'est le sport, c'est l'exercice, mais c'est aussi les activités physiques de loisirs où, par exemple, on va aller nager dans une piscine, comme vous voyez la dame le faire ici, pas nécessairement dans une perspective d'entraînement, pas nécessairement dans un contexte de cours, mais simplement pour bouger. Donc, l'activité physique de transport, le fait de se rendre à l'école ou au travail, par exemple, en vélo, mais également en transport en commun, parce que le fait d'aller prendre le métro, l'autobus, les trajets que vous faites à pied pour vous rendre justement à la station de métro ou à l'arrêt d'autobus, impliquent un mouvement, la marche, qui font en sorte que ce sont des exemples d'activité physique au quotidien. L'activité physique domestique aussi, donc c'est toutes les dépenses énergétiques, tous les mouvements qui sont faits dans le cadre des activités quotidiennes. Ici, vous voyez quelqu'un qui jardine, mais on peut très bien penser au fait de prendre soin de sa maison, de s'occuper de ses plantes à l'extérieur, de faire le ménage, de cuisiner debout à la limite. Et ces activités physiques-là, je pense, ne sont pas suffisamment reconnues ou valorisées, surtout pour des populations qui ont des niveaux initiaux d'activité physique très faibles, ou notamment les populations cliniques. Puis je vais y revenir quand je vais parler des populations en cancer notamment. Puis en fait, on a l'activité physique qui est faite dans le cadre du travail ou de l'emploi. Donc, certains emplois amènent des dépenses énergétiques beaucoup plus grandes que d'autres. Très certainement, pour la plupart d'entre vous, ou en tout cas pour ma part, ce n'est pas dans le cadre de mon travail que je dépense le maximum d'énergie. Mais ceci étant, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut, je pense, déconstruire l'idée que l'activité physique, c'est quelque chose de douloureux, de souffrant, où on sue nécessairement, où notre cœur bat très vite, qui implique les nouvelles chaussures, le nouvel habit, dernier cri, et qui implique beaucoup d'équipements, une inscription au gym ou quoi que ce soit. L'activité physique, c'est toute forme de mouvement qui entraîne une dépense énergétique du corps qui est autre qu'un comportement sédentaire ou qu'une position couchée. Donc déjà, je pense que c'est très important de reconnaître et de comprendre tout ce que peut inclure l'activité physique. Donc, l'activité physique, c'est une stratégie, mais c'est aussi un défi. Donc, si toutes nos populations étaient excessivement actives, probablement qu'on se démènerait un petit peu moins à trouver des stratégies pour promouvoir l'activité physique. Or, on sait que ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, oui, c'est une stratégie. On va en parler tout à l'heure. Ça permet de promouvoir la santé mentale, de prévenir et de traiter les troubles mentaux, mais c'est aussi un défi quand on sait qu'il y a environ 1 adulte sur 5 au Canada qui atteint les recommandations en activité physique. Donc, les recommandations canadiennes et internationales pour les adultes sont de 150 minutes d'activité d'intensité modérée à vigoureuse, donc qui entraîne une augmentation du rythme cardiaque puis un certain essoufflement par semaine.
Chez les enfants, c'est 60 minutes d'activité physique, encore une fois, d'intensité modérée à vigoureuse, par jour. Et on sait que chez les jeunes adolescents, donc de 12 à 17 ans, c'est environ 4 des jeunes qui atteignent ces recommandations. Ceci étant, je vous présente les recommandations, je vous en parle et je n'en reparlerai pas parce que je trouve qu'on insiste beaucoup dans nos sociétés actuelles sur ces recommandations qui sont limitées à une quantité de minutes d'activité physique d'intensité spécifique, alors qu'on sait que pour entraîner des bienfaits sur la santé mentale, c'est peut-être pas tant le volume d'activité physique, puis on va y revenir dans un instant, qui importe, mais aussi beaucoup d'autres composantes qui ont attrait au contexte notamment de l'activité physique. Donc, santé mentale, troubles mentaux, pourquoi? Donc, à travers le spectre de la promotion, prévention et des traitements, on va essayer de distinguer un petit peu ce que les études les plus récentes nous disent par rapport aux effets potentiels de l'activité physique. Donc, juste pour démêler un tout petit peu, quand je parle de santé mentale, je parle d'une compréhension globale du bien-être, à la fois au niveau émotionnel, psychologique et social, en tant que ressource qui est essentielle, qu'il faut à la fois protéger, alimenter et soutenir. Donc, dans une perspective de santé mentale, ce qu'on veut, c'est promouvoir cet état positif de santé mentale, cet état positif de bien-être, à la fois émotionnel, psychologique et social. Donc, la plupart de mes travaux, pour ma part, portent vraiment en promotion de la santé mentale et l'utilité de l'activité physique dans cette perspective-là. Si on parle de troubles mentaux courants, essentiellement, généralement, on parle, comme vous le savez, probablement des troubles anxieux et des troubles dépressifs. Et là, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits à savoir si justement l'activité physique était une stratégie efficace pour prévenir les symptômes de troubles anxieux et de troubles dépressifs et traiter ces symptômes dépressifs principalement. Très peu d'études ont été faites jusqu'à présent sur le traitement des troubles anxieux par l'activité physique. Et enfin, j'ai emprunté quelques travaux d'un de mes collègues avec qui je collabore à la Faculté de médecine à l'Université de Montréal, qui, lui, s'intéresse beaucoup plus à l'activité physique dans une perspective de traitement des troubles mentaux graves, donc troubles psychotiques, troubles bipolaires. Et vous allez voir que les résultats très récents démontrent des éléments assez intéressants par rapport aux bienfaits de l'activité physique. Donc, première interrogation à se poser, et là, je m'excuse, je n'ai pas écrit de vrai ou faux ici, donc vous ne pouvez pas réagir. Mais la première question que je voulais amener dans le webinaire aujourd'hui, c'est est-ce que l'activité physique, d'après vous, est un traitement non pharmacologique efficace pour traiter les troubles mentaux? Donc, la réponse est oui. Donc, ce que les études nous démontrent actuellement, donc je vous ai cité 3 études ici, dont une qui est celle de Rosenbaum, qui est une méta-analyse qui regroupe plusieurs études, démontrent que les interventions en activité physique, donc je vous ai mis une petite pilule parce que très souvent, on comprend visuellement le langage de la petite pilule. Donc, les interventions en activité physique sont efficaces pour réduire les symptômes dépressifs chez les gens qui sont atteints de troubles mentaux graves, la réduction des symptômes psychotiques et les symptômes qui sont spécifiques à la schizophrénie. Ce qui est très intéressant dans le contexte de l'activité physique, c'est qu'on sait que l'activité physique permet également d'entraîner des bienfaits au niveau de la réduction du contrôle de la prise de poids et la réduction du risque d'obésité qui sont associés notamment à la prise de médicaments antipsychotiques. Donc ici, je vous ai mis un petit graphique un de mes collègues, en fait, Ahmed Jérôme Romain, qui est professeur avec moi à l'école de kinésiologie, montre toujours et qui est excessivement frappant, qui montre la prise de poids liée à la prise de médicaments antipsychotiques sur un très court laps de temps. Donc, vous voyez que sur une période de 48 mois, donc une période de 4 ans, ce qu'on observe, c'est une augmentation globale d'environ 20 kg, ce qui est énorme. Donc, dans cette perspective-là, l'activité physique non seulement permet d'agir, de réduire les symptômes à la fois dépressifs, psychotiques ou associés à la schizophrénie, mais permet également de contrer les comorbidités associées, notamment en permettant d'avoir des outils et des ressources pour réduire la prise de poids associée à la prise de ces médicaments. En ce qui a trait les troubles mentaux courants, je ne sais pas si vous êtes familier avec le CANMAT. Donc, le CANMAT, c'est le guide de pratique clinique de l'Association canadienne des psychiatres. Donc, à partir de 2016, donc je vous ai mis une capture d'écran de la première page du CANMAT qui
explique aux psychiatres canadiens, mais également aux médecins de famille, quels sont les traitements recommandés pour les troubles mentaux. Ici, c'est un guide de pratique qui est spécifique aux troubles dépressifs majeurs. Donc, de manière très intéressante, pour la première fois en 2016, l'activité physique a été incluse dans le guide de pratique clinique en psychiatrie comme étant un traitement recommandé de premier recours pour la dépression sévère, légère à modérée et comme complément au traitement soit en pharmacothérapie ou en psychothérapie pour les dépressions modérées à sévères. Donc, c'est un grand exploit parce que ça faisait des années que plusieurs chercheurs et cliniciens militaient pour qu'on reconnaisse l'importance de l'activité physique dans le traitement des troubles dépressifs. Et en 2016, ça a été finalement intégré. Vous le savez possiblement, quand c'est écrit, quand ça fait partie d'un guide de pratique, c'est vraiment le début pour faire changer les pratiques. Donc, on voit de plus en plus depuis les 5 dernières années un changement radical, tant dans les anciens médecins que dans les nouveaux, les plus jeunes médecins, sur l'importance qui est accordée à la pratique d'activité physique comme complément des traitements ou même en remplacement de certains traitements psychothérapeutiques ou de pharmacothérapie pour le trouble dépressif majeur. Donc, c'est une avancée importante qui reconnaît clairement les bénéfices de l'activité physique. Et sachez que si l'activité physique s'est rendue à l'intérieur des recommandations cliniques de l'Association canadienne de psychiatrie, c'est parce que beaucoup d'études au Canada, mais ailleurs dans le monde, ont très clairement démontré les bienfaits de l'activité physique pour le traitement du trouble dépressif. Ce n'est pas le cas encore pour les troubles anxieux. Je vous le disais tout à l'heure, les études sont beaucoup moins nombreuses en ce qui a trait les bienfaits de l'activité physique pour traiter les troubles mentaux. Donc, en prévention des symptômes, c'est autre chose, mais pour le traitement, les études sont beaucoup moins nombreuses. Donc, il faudra attendre probablement encore quelques années pour avoir des évidences scientifiques qui soient solides, qui nous permettent potentiellement d'intégrer ces recommandations-là dans les guides de pratique clinique. Donc, ça clôt un petit peu la partie sur l'activité physique dans une perspective de traitement des troubles mentaux. Je vous l'ai dit, ce n'est pas mon domaine d'expertise spécifique et je m'intéresse vraiment beaucoup à la promotion de la santé mentale et la prévention. Donc, c'est vraiment de ce dont on va parler aujourd'hui en décortiquant notamment quel type d'activité physique devrions-nous privilégier pour maximiser les bienfaits sur la santé mentale et la réduction des symptômes anxieux et dépressifs. Donc, la première chose, quel type d'activité physique? C'est beau parler d'activité physique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents éléments qui composaient l'activité physique, dont le sport, l'exercice, puis les différents domaines. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu plus spécifiquement les différentes modalités d'activité physique, puis qu'on essaie de voir ce que la littérature nous dit par rapport à ces différentes modalités. Donc, la première modalité, c'est le volume d'activité physique. Donc, si vous lisez la littérature un petit peu sur le volume d'activité physique, vous allez voir que parfois on parle de fréquence, parfois on parle de durée, parfois on parle d'intensité, parfois on parle de tout ça en même temps. Donc, globalement, quand on parle du volume d'activité physique, on intègre une combinaison de fréquence, durée et intensité. C'est-à-dire, plus l'activité est fréquente, donc le nombre de fois, par exemple, par semaine qu'on va faire de l'activité physique, plus la durée est importante, donc le nombre de minutes chaque fois, pour lequel on fait de l'activité physique, et aussi également, plus l'intensité de l'activité physique est élevée, la question est de savoir est-ce que les bénéfices sont plus grands. Donc, quand on parle d'intensité d'activité physique, on distingue généralement 3 principales intensités d'activité physique qui sont légères, modérées ou élevées. Donc, l'activité physique d'intensité légère, ce sont toutes les activités physiques qui, oui, impliquent une dépense énergétique, mais qui est minimale. Donc, on peut penser à la marche de promenade, par exemple. On peut penser au vélo de promenade également, aux activités de yoga notamment. Les activités physiques modérées sont celles qui vont entraîner généralement une augmentation de la fréquence cardiaque, pas toujours des sueurs. Donc, le fait de suer a été très longtemps utilisé comme un indicateur de l'intensité d'activité physique. Puis, on s'est aperçu en fait que les gens réagissent très différemment à la pratique d'activité physique. Donc, c'est beaucoup plus le rythme cardiaque qui est un bon indicateur ou l'essoufflement. Donc, normalement, quand on fait une activité modérée,
une activité physique modérée, pardon, ça peut devenir un petit peu plus difficile de tenir une conversation, mais on devrait être capable de parler. Donc, on pense à des activités, par exemple, comme le vélo à une vitesse un peu plus soutenue, une marche rapide, par exemple, des jeux comme le badminton. Donc, la plupart des activités qu'on peut faire au quotidien qui n'entraînent pas nécessairement une dépense énergétique très élevée. La dernière intensité, c'est l'activité physique d'intensité élevée. Donc, ce type d'activité-là entraîne une dépense énergétique maximale qui est beaucoup plus importante. On est généralement très essoufflé et on pense entre autres à la course, au vélo de route, par exemple, très rapide, au ski de fond. Donc, à des activités qui vraiment vont nous permettre d'atteindre un niveau d'intensité beaucoup plus élevé. Donc, la première question que je vous poserai, puis là, je ne sais pas si je vais être capable de voir vos réponses dans le chat, donc peut-être qu'Émilie, tu pourras m'aider. La première question que je vous poserai, c'est à votre avis, vrai ou faux, en utilisant le petit crochet et le X dans les émotions, là, les réactions, pardon, une augmentation du volume d'activité physique, donc une augmentation de la durée, de la fréquence puis de l'intensité, est associée à des bénéfices accrus pour la santé mentale et les troubles mentaux. Donc, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, dans le chat, à date, c'est beaucoup des vrais. Donc, la plupart des gens pensent que c'est vrai. Il y a 2 personnes qui viennent dire faux, sinon c'est vrai, une 3e personne. Ah, c'est bon, je les vois là. Ouais, super. C'est bon, ouais. Donc, des réponses un peu mitigées, mais globalement en faveur du vrai. Donc, la plupart d'entre vous avaient raison. Ceux qui ont dit faux, peut-être que vous allez être satisfaits aussi d'entendre les détails. Donc, j'ai écrit vrai la plupart du temps. Donc, globalement, ce que les études démontrent, c'est que plus on augmente le volume d'activité physique, fréquence, durée et intensité, plus grands sont les bénéfices sur la santé mentale. Donc, plus on observe des niveaux élevés de santé mentale dans sa dimension positive et plus on observe des niveaux réduits de symptômes anxieux et de symptômes dépressifs. Donc, je vous ai mis quelques références qui soutiennent ceci. C'est ce que mes travaux également soutiennent. Il y a plusieurs méta-analyses qui vont dans ce sens. Ceci étant, plus de volume, plus de bénéfices, mais attention. Donc, le surentraînement est une des sources potentielles de symptômes dépressifs élevés chez certains individus et de symptômes anxieux. Donc, c'est très important de faire excessivement attention au surentraînement et le surentraînement varie d'un individu à l'autre. Donc, ce n'est pas nécessairement un contexte d'athlète ici. On peut parler d'individus qui débutent l'activité physique trop rapidement, qui s'épuisent à faire de l'activité physique. Et on reconnaît maintenant la présence du syndrome de surentraînement, qui est un syndrome qui entraîne des symptômes qui sont excessivement similaires aux symptômes de la dépression. Donc, fatigue, perte d'appétit, épuisement, perte de joie. Donc, excessivement important. Et je vous dirais que c'est assez nouveau qu'on s'intéresse à la question du surentraînement. Ce sera associé également à l'augmentation des symptômes associés aux troubles de l'humeur et l'augmentation des symptômes anxieux. On va voir tout à l'heure également qu'il y a la question des types de motivation et des raisons pour lesquelles on est actif qui peuvent avoir un impact également, mais là, on parle d'une autre modalité ici. Donc, si on parle uniquement du volume, globalement, oui, plus de volume, plus de bénéfices, mais attention notamment au surentraînement. Autre élément dont je voulais parler, c'est plus de volume, oui, mais ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, ici, je vous ai mis le petit symbole. C'est une étude faite par des collègues à Toronto qui est fort intéressante, qui est une des premières à démontrer que chez les femmes atteintes de cancer du sein, les activités d'intensité faible et modérée étaient associées à une réduction des symptômes dépressifs, alors qu'il n'y avait pas d'association pour les activités d'intensité élevée. Donc, ce sont des premiers résultats qui suggèrent non pas nécessairement des effets néfastes de l'activité d'intensité élevée, mais ce qui ne suggérait pas du tout des bienfaits plus grands, même aucun bienfait pour ces types d'activités physiques-là. Donc, déjà, je pense que ça commence à ouvrir la porte à l'importance pour le champ de la promotion et de la prévention en santé mentale, de considérer autre chose que le volume d'activité physique. Donc, vous me voyez peut-être venir en activité physique, je suis professeure dans un département de kinésiologie, on parle essentiellement de volume, d'intensité et de durée d'activité physique. Et moi, je milite avec mon petit drapeau pour qu'on puisse avoir un jour des recommandations qui vont au-delà de cela pour tenir compte de d'autres modalités de l'activité physique qui, pour la santé mentale, sont vraiment très importantes. Donc,
Seconde modalité ou seconde question pour vous, puis là, j'ai peut-être un peu vendu le punch sans m'en rendre compte. Est-ce qu'à votre avis, les raisons et les motivations à la pratique d'activité physique, donc les raisons pour lesquelles on choisit de devenir actif ou on est actif, donc, est-ce qu'à votre avis, ces raisons et motivations ne sont pas toutes égales face à la santé mentale? Ce serait de dire que les motivations auraient un impact variable en fonction des différentes motivations sur la santé mentale. Donc, est-ce que c'est vrai ou c'est faux à votre avis? Le fait que les raisons et les motivations ne sont pas toutes égales. Donc, je pense que là, on commence à avoir un plus grand consensus. Je ne vois que Ouais, des vrais pour l'instant. ouais. Exactement. Donc, vous avez tout à fait raison. Donc, on distingue globalement dans la littérature, il y a plusieurs façons de définir les motivations. Donc, certains d'entre vous sont peut-être très familiers avec la théorie de l'autodétermination. Qui parle de motivation intrinsèque et de motivation extrinsèque. En activité physique, on peut parler du continuum des motivations sur le continuum intrinsèque et extrinsèque, mais très souvent, on va identifier des motifs spécifiques à l'activité physique, donc des raisons concrètes qui poussent les gens à être actifs ou non. Et on distingue 5 principaux motifs ou raisons au fait d'être actif. Donc, le plaisir, donc faire de l'activité physique simplement parce qu'on sait, parce qu'on veut que ça nous procure du plaisir. La compétence, donc la compétence physique, mais aussi le sentiment d'être capable de se fixer un objectif puis de l'atteindre. Donc, c'est une motivation très fréquente en activité physique. L'apparence, donc le fait de choisir ou de vouloir faire de l'activité physique pour modifier son apparence physique. Autrefois, on disait de manière, je vous dirais, assez clair et cru que les femmes voulaient perdre du poids, les hommes voulaient augmenter leur masse musculaire. On se rend compte chez les jeunes actuellement qu'on assiste beaucoup à un problème. Ben, oui, ça peut devenir un problème, mais qu'il y a beaucoup de jeunes hommes qui font de l'activité physique pour perdre de poids parce que le culte de la minceur n'est plus nécessairement propre aux jeunes adolescentes, mais est en train de toucher beaucoup les jeunes hommes. Puis pour ceux d'entre vous qui travailleraient dans ce domaine-là, on voit de plus en plus de problèmes d'anorexie, de boulimie chez les jeunes garçons. Donc, l'apparence physique, la forme physique, donc le désir d'être en forme, le désir de prendre soin de soi, d'être en forme et de bouger, et les aspects sociaux qu'on peut rencontrer dans l'activité physique. Donc, le désir de faire de l'activité physique pour retrouver d'autres personnes, pour être ensemble. Je ne suis pas sans savoir que dans le contexte de la COVID, ça pose un défi qui est important, mais on va en reparler tout à l'heure de cet élément-là. Et je vous dis d'emblée que ce sont les motivations et les contextes d'activité physique qui, moi, dans mes travaux, m'intéressent le plus, tous les aspects sociaux de la pratique d'activité physique. Donc, ce que les études nous démontrent, c'est que les motivations dites intrinsèques ou autodéterminées, donc qui proviennent d'une motivation inhérente à l'individu, donc que sont le plaisir, la compétence, la forme physique et les aspects sociaux. Parfois, les aspects sociaux peuvent être classés dans intrinsèques ou extrinsèques, mais globalement, on dit que ce sont des motivations pour la plupart du temps qui sont autodéterminées, entraînent des bénéfices pour la santé mentale. Donc, les études en ce sens sont relativement peu nombreuses. J'y ai travaillé un petit peu pour ma part chez les adolescents et ce qu'on observe, c'est que plus les jeunes ou les gens valorisent ce type de motivation-là, plus grands sont les bénéfices sur la santé mentale, la réduction des symptômes anxieux et dépressifs. À l'inverse, ce que les études semblent nous montrer, quand l'activité physique est pratiquée pour des raisons qui sont associées à l'apparence, donc perte de poids, gain de masse musculaire, modification de l'apparence physique, ce serait associé soit à aucun effet positif sur la santé mentale, et même certaines études démontrent que c'est un risque pour la santé mentale et les troubles mentaux courants, tout particulièrement les troubles anxieux. Donc, les individus qui feraient de l'activité physique essentiellement pour des raisons reliées à l'apparence ne seraient pas sur la bonne voie dans une perspective de promotion, prévention en santé mentale. Je fais une toute petite parenthèse parce que je pense que c'est important de le mentionner. Si on ne s'intéresse pas à la santé mentale, mais uniquement à l'activité physique, les motivations dites extrinsèques, comme celles liées à l'apparence, sont associées beaucoup à l'adoption de l'activité physique, mais sont très peu efficaces pour le maintien de la pratique d'activité physique. Donc, pensez simplement aux inscriptions dans les gymnases au mois de janvier suite à la période des fêtes. Donc là, cette année, ça devait être un peu différent, mais on sait que les gyms font généralement leur chiffre d'affaires dans le mois de janvier parce que tout le monde décide, avec ses bonnes résolutions de l'année, de s'inscrire à des cours, de s'inscrire à un gym. Donc, très souvent, pour modifier leur apparence corporelle, pour perdre du poids, c'est l'hiver. Et on voit très bien dans les études que ceci est associé à une adoption très courte, très peu soutenable dans le temps au niveau de la pratique d'activité physique. Là, j'ai vu une main levée, puis je n'ai pas eu le temps de voir c'était de qui. Est-ce qu'il y aura une question? Moi, j'avais une question. Oui.
Oui, Geneviève. Oui. Je vois ça, puis je vois les effets que vous avez indiqués, là, plaisir, performance, forme physique. Geneviève, on ne vous entend pas. Vous m'entendez pas? Non. Il faudrait peut-être vous rapprocher le micro ou... Bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Oui, là, c'est mieux. J'ai ouvert la caméra, ça il manquait une image avec le son. Si la motivation pour le jeune, c'est d'avoir une influence sur la santé mentale, est-ce que ça, c'est bénéfique ou c'est un risque? Si la personne est sensibilisée, je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends tout à fait. En fait, c'est assez intéressant. Il y a très peu d'études, à ma connaissance, qui portent sur ça. Donc, le fait de décider de faire de l'activité physique pour prendre soin de sa santé mentale, c'est ce que je comprends. À ma connaissance, il y a très peu d'études qui ont porté sur cette question-là. Puis, je pense que c'est peut-être dû au fait que c'est un domaine assez nouveau de reconnaître les bénéfices de l'activité physique pour la santé mentale. J'aurais tendance à dire que prendre soin de sa santé mentale, c'est un peu prendre soin de soi. Donc, ça rentrerait fort probablement dans les motivations intrinsèques à la pratique d'activité physique. Donc, selon la théorie des motivations intrinsèques et extrinsèques, ça suggérait des bénéfices pour la santé mentale, mais à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose auquel les recherches se sont intéressées jusqu'à maintenant, puis ça me donne d'excellentes idées. Donc, merci pour la question, Geneviève. Donc, je vous propose de poursuivre avec un autre aspect que j'ai effleuré un tout petit peu au début de la présentation quand je vous ai parlé des différents types d'activités physiques. Donc, les domaines d'activité physique. Ça aussi, c'est, j'allais dire un domaine, c'est un champ de recherche qui est relativement nouveau de s'intéresser aux domaines d'activité physique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par domaine d'activité physique? On entend les 4 domaines dont je vous ai parlé. Donc, l'activité physique de loisirs, de transport, fait dans le cadre des tâches domestiques et l'activité physique qui est liée au travail, donc à l'emploi. Donc, ma seconde petite question pour vous serait, tous les domaines d'activité physique, loisirs, travail, domestique et transport, sont associés à des bénéfices pour la santé mentale. Est-ce qu'à votre avis, c'est vrai ou c'est faux? Elle est plus corsée, celle-là. Je vois un faux. Ah, plusieurs faux, vrai? Ah, c'est très partagé. J'irais à œil comme ça pour un 50-50. Donc, très intéressant. Ça dépend. J'aime bien. Donc, la réponse, c'est que c'est faux, en fait. D'une part, c'est assez récent qu'on s'intéresse à ces domaines d'activité physique-là, mais il y a de plus en plus de recherches qui s'y intéressent et voici ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que l'activité physique faite dans un contexte de loisir serait associée à des bénéfices pour la santé mentale. L'activité physique de transport serait également associée à des bénéfices pour la santé mentale. Ceci étant, il y a de plus en plus d'études qui travaillent notamment sur l'environnement bâti et qui semblent démontrer que globalement, il y aurait des bénéfices associés au transport actif en lien avec la santé mentale, principalement lorsque les individus se sentent en sécurité dans leurs déplacements. Donc, vous le savez, la cohabitation vélo-voiture n'est pas toujours aisée. Puis je pense que Montréal, on fait mauvaise figure parfois à ce niveau-là. Donc, ce que les premières études dans le domaine semblent démontrer, c'est que quand les individus se sentent en sécurité, quand le transport en vélo, par exemple, ou à la marche, est fait dans un environnement qui est agréable, donc sur une piste cyclable qui est sécuritaire, qui est large, qui peut border un parc, par exemple. Pour ceux d'entre vous qui connaissez Vancouver, ils ont un réseau cyclable qui est absolument merveilleux, qui fait en sorte que d'utiliser le vélo pour se déplacer en ville est quelque chose qui est excessivement agréable. Mais globalement, ce qu'on dit, c'est que l'activité physique de transport serait associée à des bénéfices pour la santé mentale. Je n'ai pas mis ni de petits crochets positifs, ni de X au-dessus des activités domestiques. Ce que la littérature nous dit à ce jour, c'est qu'il n'y a aucun effet bénéfique, mais aucun effet adverse non plus qui serait associé à l'activité physique dans un contexte domestique sur des indicateurs de santé mentale. Cependant, et je pense que c'est vraiment très important de le préciser, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur des populations qui sont très, très déconditionnées ou des populations âgées qui n'ont, par exemple, jamais été actifs ou été très peu actifs, et pour avoir beaucoup de travaux en cancer, c'est vraiment le cas en cancer quand on travaille avec des populations âgées, les activités domestiques sont la meilleure porte d'entrée pour faire en sorte que les gens puissent petit à petit intégrer la pratique d'activité physique. Donc, quelqu'un qui, par exemple, est relativement en mauvaise forme physique
ou ressort de traitement, que ce soit pour le cancer ou pour une autre maladie, ces individus-là, à rejoindre un groupe d'activité physique, s'ils n'ont jamais été actifs, ça représente un défi de taille et quelque chose qui leur semble très peu accessible. Donc, leur niveau de motivation, il est au ras du plancher. Ceci étant, de commencer tranquillement à prendre soin de sa maison, à monter les escaliers, à pouvoir, par exemple, faire leur téléphone en marchant dans la maison. Donc, ce sont des trucs que je dis justement aux patients en cancer avec qui je travaille, prendre soin de leur jardin. C'est souvent ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir se sentir plus compétents à éventuellement pouvoir aller prendre une marche de 10, 15, 20 minutes et peut-être éventuellement rejoindre un groupe d'activité physique. Donc, je voulais juste mettre ce petit bémol-là parce que je pense qu'il ne faut pas négliger l'importance de l'activité physique faite dans un contexte domestique, surtout parce que pour beaucoup de gens qui sont très peu actifs, c'est une limitation importante qui a un impact énorme sur le fonctionnement psychologique et social quand on n'est même pas capable de pouvoir vaquer à ses tâches quotidiennes, prendre soin de son chez-soi ou prendre soin de sa maison. Donc, de pouvoir réintégrer ou d'intégrer ces activités-là peut avoir un impact énorme sur l'estime de soi, sur le bien-être psychologique et aussi sur les relations sociales à l'intérieur de la famille. En ce qui a trait l'activité physique associée au contexte de travail, ce que les études semblent démontrer, c'est que ce serait un facteur de risque des troubles dépressifs. Sans que ce soit mon domaine d'expertise, ce qui semble émerger des études, c'est que très souvent, les emplois manuels qui impliquent une dépense énergétique importante sont aussi des emplois qui peuvent être associés à des relations de travail qui ne sont pas nécessairement favorables. Donc, il y aurait d'autres facteurs qui seraient associés au contexte d'emploi qui seraient défavorables. Et là, on fait fi de tout le contexte des blessures qui peuvent découler du travail qui est très physique, mais ce serait beaucoup en raison du type d'emploi et du type d'activité physique. Bien entendu, il y a peu de travaux qui ont porté là-dessus et on peut tout à fait s'imaginer qu'il y a des individus qui travaillent debout dans une usine de production versus quelqu'un qui travaillerait, par exemple, sur l'aménagement paysager à la ville de Montréal à l'extérieur l'été. Tous deux ont des emplois qui impliquent une dépense énergétique, donc une pratique d'activité physique dans le cadre du travail, mais le contexte, on peut très bien se permettre de croire qu'il serait différentiel. Ceci étant, comme je vous dis, en lien avec la santé mentale, c'est quelque chose qui a été relativement peu étudié, mais globalement, les études semblent démontrer que ça n'entraînerait pas de bénéfices pour la santé mentale. La prochaine modalité qui est, comme je vous le disais, celle qui, moi, dans mes travaux, m'intéresse tout particulièrement, c'est le contexte d'activité physique. Donc, le contexte d'activité physique, je devrais préciser le contexte social d'activité physique, peut être découpé de plusieurs façons. Ce que je vous propose, c'est ce qui semble émerger de plus en plus dans la littérature, c'est donc de distinguer la pratique d'activité physique individuelle, donc seule, en groupe informel ou en équipe sportive. Donc, je vous dirais que depuis 20-30 ans, on s'intéresse beaucoup à la distinction entre les équipes sportives et l'activité physique individuelle. C'est assez nouveau qu'on s'intéresse au groupe informel et je pense que c'est probablement un contexte qui est fort intéressant parce que c'est un contexte qui devient de plus en plus populaire et important chez les adultes à tout âge, donc, et même chez les jeunes en fait. Donc, on pense ici à toutes les formes d'activité physique qui prennent place en groupe, que ce soit un groupe de yoga, que ce soit des collègues qui vont faire une course ou une marche sur l'heure du dîner, par exemple, au travail, que ce soit des groupes de cardio plein air, de cardio poussette, des groupes, par exemple, de retraités aux personnes âgées qui se retrouvent dans des parcs de la CEPAC, par exemple, pour aller faire de la randonnée. Donc, tous ces contextes qui ne sont pas régis par des règles, une équipe ou des entraînements, mais qui impliquent des interactions sociales en activité physique, sont définis comme des groupes informels en activité physique. Donc, je vous pose la question suivante. Est-ce que d'après vous, l'activité physique en groupe a une valeur ajoutée, donc en groupe ou en équipe sportive, a une valeur ajoutée, donc elle entraînerait des bénéfices plus importants pour la santé mentale et les troubles mentaux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux à votre avis? Ça dépend du niveau de compétition. Super intéressant. OK. Donc, vrai globalement. Donc, ce que je vois, c'est que la plupart d'entre vous dites vrai et effectivement, c'est tout à fait vrai. Et j'aime bien le commentaire sur la compétition, puis je vais le faire rapidement parce que je ne l'ai pas intégré à la présentation aujourd'hui. Donc, ce que la littérature nous dit, c'est que oui, la pratique d'activité physique individuelle est associée à des bienfaits pour la santé mentale, mais que ces bienfaits de l'activité physique seraient encore plus grands lorsque la pratique d'activité physique est faite dans un contexte
d'équipes sportives. Pour ce qui est des groupes informels, je vous ai mis des petits crochets. Les plus récentes évidences scientifiques, dont mes travaux, semblent suggérer que oui, il y aura un effet plus grand de la pratique d'activité physique en groupe informel comparativement à la pratique d'activité physique individuelle. Ceci étant, il n'y a pas énormément d'études qui s'y intéressent et la principale raison est que c'est excessivement difficile de définir qu'est-ce que c'est un groupe informel. Donc, ça varie si on est chez des jeunes au secondaire, si on est sur des adultes. Est-ce que c'est 2 personnes? Est-ce que c'est 5 personnes? Est-ce que c'est 12 personnes? Est-ce que ça doit être des cours qui sont réguliers? Qu'est-ce qu'on inclut dans le groupe informel? C'est vraiment un très beau casse-tête. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant et je vous dirais que les études qualitatives sont peut-être un petit peu plus avancées dans ce domaine-là actuellement et suggèrent vraiment que toutes les interactions sociales qui sont générées par l'activité physique en groupe informel seraient tout à fait promotrices de santé mentale et agiraient positivement pour la prévention des troubles mentaux courants ou des symptômes anxieux et dépressifs. Le niveau de compétitivité, c'est vraiment très intéressant, puis je vais répondre à l'autre question aussi. C'est vraiment très intéressant. Effectivement, certaines études sembleraient démontrer que quand le niveau de compétitivité ou que les relations sociales au niveau de l'équipe, notamment entre les joueurs ou entre les joueurs et joueuses et avec l'entraîneur peuvent être toxiques, ça peut effectivement avoir des effets délétères sur la santé mentale. Ceci étant, même dans des contextes de compétitivité assez élevés, moi, j'ai fait une étude qui portait spécifiquement là-dessus chez les jeunes. Donc, les jeunes qui ont un profil plus compétitif de performance durant l'adolescence, les liens qu'ils tissent à travers leur équipe sportive sont tellement forts que ça semble très souvent primer sur les potentiels effets reliés possiblement à l'anxiété ou au stress de performance en activité physique. Donc, très bonne question posée ici dans le chat. Est-ce que faire de l'activité physique à 2 personnes est considéré un groupe? Donc, encore une fois, c'est une question qui n'est pas nécessairement évidente dans la mesure où il n'existe pas de définition de qu'est-ce que c'est un groupe. On va parler juste après des mécanismes d'action de l'activité physique. Moi, j'aurais tendance à dire que si ce qui nous intéresse, c'est le contexte social, les échanges et les interactions sociales en activité physique, à partir du moment où on est 2 personnes, on n'est plus seul. Donc, on pourrait se permettre de croire que ça a un effet positif sur ces différents mécanismes sociaux. Ceci étant, généralement, on accepte comme définition qu'un groupe commence à 3 personnes. Donc, c'est généralement ce qu'on utilise comme seuil. Ceci étant, j'aurais tendance à être assez souple sur ce seuil-là pour la simple et bonne raison, comme je vous le disais, que ça peut entraîner des effets positifs sur les différents mécanismes sociaux. Ensuite, je vous ai mis, ce sont des résultats très descriptifs qui proviennent de ma thèse de doctorat, en fait, puis on présente très rarement des résultats aussi descriptifs et simples. Donc, je voulais juste rapidement vous présenter ces résultats-là pour vous parler du contexte de l'activité physique, de l'effet sur la santé mentale, les troubles anxieux et dépressifs, puis le lien avec le volume d'activité physique. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'était une étude qui portait chez des jeunes au collégial. Ce sont les données que j'ai collectées dans le cadre de mon doctorat il y a quelques années maintenant. Donc, qui portaient sur des jeunes de 16 à 24 ans au collégial et pour lesquels on avait fait des groupes. Donc, on avait divisé les jeunes en fonction de ce qu'ils nous avaient rapporté comme information. On avait divisé les jeunes en des jeunes qui pratiquent de l'activité physique seulement individuelle, ceux qui appartiennent à un ou plusieurs groupes informels et ceux qui font partie d'une ou plusieurs équipes sportives. Lorsqu'on regardait le niveau de santé mentale, donc mesuré ici avec une échelle de santé mentale positive qui inclut les bien-être émotionnel, psychologique et social, ce qu'on voyait, c'est vraiment un gradient positif, ce qui suggère un score de santé mentale plus élevé pour ceux qui font partie de groupes informels ou d'équipes sportives comparativement à ceux qui avaient une pratique uniquement individuelle de l'activité physique. Pour les symptômes anxieux, ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. Donc, le fait de faire partie d'une équipe sportive était associé à un niveau de symptômes anxieux qui était plus faible par rapport au groupe informel et au groupe individuel. Ce que la petite étoile ici nous dit, c'est que selon nos modèles statistiques, la différence, elle était statistiquement significative pour l'équipe sportive, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on comparait individuel et groupe informel. Ceci étant, si vous comparez les scores, on voit qu'il semble tout de même y avoir une certaine diminution. Un peu le même pattern pour les troubles dépressifs. Cette fois-ci, par exemple, le fait de faire de l'activité physique uniquement en contexte individuel ou dans le cadre d'un groupe informel ne semblait pas avoir d'impact sur le niveau de symptômes dépressifs, mais on voit une réduction importante des symptômes dépressifs pour ceux qui disaient déclarer faire de l'activité physique au sein d'une équipe sportive.
Ce qui est super intéressant au niveau de la recherche, parce que rappelez-vous, on a dit au début, plus on augmente le volume d'activité physique, généralement, plus les bénéfices sont grands pour la santé mentale. Donc, ça devenait très important de voir, est-ce que c'est vraiment le contexte social d'activité physique qui a un impact ou c'est pas parce qu'en fonction de nos contextes d'activité physique, on fait juste bouger davantage? Donc, ce que le graphique ici nous montre, c'est que les gens, dans ce cas-ci les jeunes, donc c'est des jeunes au collégial, qui font de l'activité physique en groupe informel ou en équipe sportive, atteignent des volumes d'activité physique par semaine plus élevés que les jeunes qui font de l'activité physique uniquement au niveau individuel. Par ailleurs, on a pu évidemment, dans les études, jumeler ces deux facteurs-là puis distinguer ce qui était propre au volume puis ce qui était propre au contexte. Et ce qu'on a pu observer, c'est que l'activité physique en contexte de groupe informel ou d'équipe sportive entraînait des bénéfices plus grands pour la santé mentale, indépendamment du volume d'activité physique. Donc, lorsqu'on contrôlait, donc on enlevait la portion qui était due au volume d'activité physique, on continuait d'observer que le fait de faire partie d'un groupe informel ou d'une équipe sportive était associé à des bénéfices plus grands pour la santé mentale. Donc là, vous me voyez peut-être venir. Le fait d'observer ce genre de résultats-là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a d'autres choses dans le contexte social de l'activité physique qui pourraient expliquer les bénéfices sur la santé mentale. Ce qui nous amène à parler justement des mécanismes d'action qui sont susceptibles d'expliquer les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. Donc, c'est vraiment ici l'idée, et moi, c'est un intérêt que j'ai dans mes travaux au niveau de l'intervention, donc les impacts potentiels au niveau de l'intervention, mais aussi au niveau méthodologique qui sont super intéressants, c'est d'essayer de démystifier ce qui se retrouve dans cette boîte noire-là. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le fait de bouger puis l'impact sur la santé mentale, que ce soit la santé mentale positive ou les troubles anxieux et dépressifs, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, le qu'est-ce qui se passe ici, je vous dirais que c'est assez nouveau qu'on s'y intéresse. D'une part, parce que ce n'est pas facile d'étudier ce qui se passe dans des études. Ça prend des stratégies de modélisation qui ne sont pas nécessairement simples. Ça prend des études qui vont nous permettre de documenter ces mécanismes potentiels-là. Mais je vous dirais que c'est excessivement intéressant. Donc, pourquoi c'est important d'identifier ces mécanismes-là? Mais en fait, c'est que de mon avis et de l'avis de plusieurs chercheurs également, c'est que c'est absolument essentiel de comprendre ce qui fonctionne pour développer des interventions qui soient efficaces, optimales, mais également ciblées pour maximiser ces bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on peut moduler nos interventions ou nos messages de promotion sur les types d'activités physiques. Donc on a dit en faire plus, c'est mieux, tant que ce n'est pas dans un contexte de surentraînement, de promouvoir des motivations saines à la pratique d'activité physique. Mais outre tout ça, qu'est-ce qui se passe dans l'espèce de boîte noire? Puis sur quoi on pourrait miser davantage pour justement maximiser ces bienfaits-là? Donc, il existe 3 principales classes de mécanismes qui expliquent la relation entre l'activité physique et la santé mentale. La première classe de mécanismes, ce sont les mécanismes biologiques. Donc, je vous en parle très rapidement parce que là, ça va vraiment, vraiment au-delà de mes compétences. Ceci étant, je connais quelques petites informations, mais je vous inviterai avec grand plaisir à aller lire les références si c'est des éléments qui vous intéressent davantage. Donc, ce qu'on sait, ce que les études cliniques nous démontrent et en laboratoire, c'est que l'activité physique permet d'agir principalement sur l'action des neurotransmetteurs. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une image des neurones ici. On sait que l'activité physique favorise la sécrétion de sérotonine puis d'endorphine. Donc, la sérotonine est reconnue pour son effet antidépresseur, alors que l'endorphine, qui est une hormone qu'on connaît tous un peu mieux généralement, est associée pour son effet analgésique, donc un peu euphorisant. Donc, l'activité physique, parce qu'elle favorise l'action des neurotransmetteurs, favoriserait la sécrétion de sérotonine et d'endorphine, ce qui expliquerait en partie les effets positifs sur la santé mentale, le bien-être, le volet euphorique un petit peu, puis la diminution des symptômes dépressifs. L'autre élément super intéressant est associé à l'impact de l'activité physique sur le système neuro-endocrinien. Donc, on sait que l'activité physique, surtout lorsqu'elle est pratiquée à des intensités modérées et élevées, entraîne une augmentation de la chaleur corporelle. Plus on bouge, plus on a chaud. Plus on a chaud, plus notre sang circule rapidement dans notre corps. Lorsque notre sang circule rapidement dans notre corps, on sait que ça vient agir directement sur le cortisol, en fait. Donc, ça vient réguler la sécrétion de cortisol. Et on sait que le cortisol, c'est l'hormone qu'on appelle du stress, entre guillemets. Donc, en régulant la sécrétion de cortisol, l'activité physique vient agir un petit peu comme tampon régulateur pour gérer mieux le stress, puis surtout diminuer notre réactivité physiologique au stress.
Donc, comme on sait que le stress est un facteur de risque des symptômes anxieux, des symptômes dépressifs et d'une faible santé mentale, on sait que le cortisol viendrait être un des mécanismes biologiques par lesquels l'activité physique a un impact sur la santé mentale. Donc, je ferme la parenthèse pour les mécanismes biologiques. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite justement à aller lire ces études-là. Au niveau des mécanismes psychologiques, il y a différentes hypothèses qui sont avancées et dont certaines sont de plus en plus confirmées par les travaux de recherche et scientifiques dans ce domaine-là. Donc, l'activité physique agirait positivement sur la santé mentale selon deux principales hypothèses. Donc, l'image que j'ai mise du petit bonhomme avec les routes qui vont un petit peu partout, l'idée, c'est de représenter l'hypothèse de distraction, en fait. Donc, on sait que l'activité physique entraîne des bienfaits sur la santé mentale parce qu'elle permet de créer une rupture avec des pensées négatives, par exemple. Elle permet de créer une rupture aussi avec tous les effets de rumination. Donc, on sait qu'il y a certains individus qui ont tendance à ruminer des émotions négatives ou dans une situation de stress, ont tendance à ressasser ces émotions qui seraient moins positives, dérangeantes, sources de stress, qui ont un impact défavorable sur la santé mentale. Donc, l'activité physique, puis pour ceux d'entre vous qui pratiquez l'activité physique, on le sait, très souvent, ça nous permet de faire le vide. Donc, peu importe le type d'activité physique, on doit se concentrer sur ce qu'on fait. Ça nous permet de déplacer nos pensées, de penser à autre chose. Donc, ce serait une des façons qui permettrait d'expliquer comment, au niveau psychologique, l'activité physique a des effets positifs sur la santé mentale. Autre élément, c'est par rapport à l'estime de soi et le sentiment d'auto-efficacité. Donc, on sait que l'activité physique entraîne une meilleure estime de soi par différents canaux d'action ou mécanismes d'action. Donc, tout d'abord, le simple fait de se fixer des objectifs, de prendre soin de soi, de dégager du temps dans son horaire pour soi, d'atteindre nos objectifs, aurait un impact énorme sur la santé mentale. Également, le I can do it visait ici à parler du sentiment d'efficacité personnelle. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, si je le résume très brièvement, c'est la capacité ou la perception qu'a un individu de se sentir capable de faire quelque chose ou d'atteindre quelque chose. Et on sait que l'activité physique peut justement contribuer au renforcement de ce sentiment d'efficacité personnelle qui, à son tour, a des bienfaits très importants sur la santé mentale. Le troisième mécanisme, fort intéressant, ce sont toute la classe des mécanismes sociaux. Donc, ce que l'on sait, c'est que l'activité physique dans un contexte social, donc en groupe, petit ou grand groupe, je viens juste de voir une question. Donc, il y a quelqu'un qui doit quitter. Oui, vous pourrez avoir accès à l'enregistrement. Donc, l'activité physique en groupe serait une opportunité d'augmenter les interactions sociales. Donc, le simple fait de se retrouver avec d'autres personnes fait en sorte qu'on peut échanger, qu'on peut discuter. Et plus on offre des opportunités d'interaction sociale aux individus, plus on leur donne des opportunités pour développer, renforcer, élargir et diversifier leurs réseaux sociaux. Ce que les études nous démontrent par rapport aux liens sociaux et aux réseaux sociaux, c'est que plus on a un réseau social élargi et diversifié, plus dans une situation d'adversité, de stress ou par exemple de détresse, plus on a de ressources pour aller au-devant de ces individus et obtenir un soutien social. Donc, l'activité physique, de par les interactions sociales qu'elle génère, aura un effet bénéfique sur les réseaux sociaux, mais également sur le soutien social. Et quand je parle ici des mécanismes sociaux, je vous ai mis différentes images. Vous avez des enfants, des jeunes dans une équipe sportive, un groupe de personnes âgées en natation. Et l'autre, si vous voyez, sont tous des chandails roses. Ce sont des femmes qui sont survivantes du cancer, qui prennent part à un groupe d'activité physique. Donc, on peut très bien sentir à quel point, pour ces différents groupes sociaux, le contexte social de l'activité physique est un véhicule très important des interactions sociales. Je me permets aussi de dire que l'activité physique en contexte social est souvent, pour beaucoup de personnes, et c'est très vrai dans le contexte de la COVID, l'un des seuls lieux d'interaction sociale hors du travail, par exemple, ou de certains groupes d'amis. Donc, les gens vieillissants ont des fois des réseaux élargis, des fois des réseaux beaucoup moins élargis.
quand, par exemple, les jeunes quittent l'école secondaire ou le cégep, on se retrouve à l'université où les jeunes essaient de combiner leur vie personnelle, le travail, les études. Leur réseau social, parfois, va avoir tendance à se restreindre et l'activité physique récréative de loisirs va être une des opportunités de se faire de nouveaux groupes d'amis, d'échanger, de peut-être rencontrer des gens qui partagent des intérêts similaires, mais aussi des enjeux similaires. C'est très, très vrai quand on parle aussi des populations spécifiques, puis je vais y revenir tout à l'heure, notamment les femmes enceintes, les jeunes mamans, les personnes âgées, les personnes qui reçoivent un diagnostic de maladie. Donc, maintenant, la partie où et quand promouvoir l'activité physique. Donc, évidemment, j'essaie d'aller pêcher un petit peu dans plusieurs cours que j'enseigne à l'université parce que je donne justement le cours sur promouvoir l'activité physique. Puis, j'ai vraiment voulu m'attarder sur les éléments qui, à mon avis, sont les plus directement liés avec la promotion de la santé mentale puis la prévention des troubles mentaux courants. Mais vous allez voir qu'à peu près tout s'y applique. Donc, l'idée ici, c'était de vous donner un petit peu une perspective globale de tous les lieux, de tous les moments au cours de la vie où on peut et où on devrait promouvoir l'activité physique dans une perspective de promotion-prévention en santé mentale. Je pense que vous allez voir que les lieux sont multiples, puis que peut-être le message clé, je pourrais vous le donner tout de suite, promouvoir l'activité physique tout au long de la vie, partout et tout le temps, ça devrait être le message qui circule le plus et surtout dans une perspective de promotion-prévention en santé mentale. Donc, je vois une question ici. Actuellement, plusieurs activités physiques de groupes informels sont offertes par Zoom. Il serait intéressant de se pencher sur le maintien des effets. C'est super intéressant comme commentaire. Puis, si vous me permettez, j'ai une section qui porte sur l'utilisation des technologies en activité physique. Donc, on va pouvoir y revenir là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup en importance dans le contexte spécifiquement de la COVID. Puis, qui fort probablement va se maintenir à plus long terme, j'ai l'impression. Donc, j'y reviens. Si jamais ça m'échappe, n'hésitez pas à revenir sur cet aspect-là. Donc, la première chose dont je voulais parler très rapidement, c'est le concept de littératie physique. Donc, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de la littératie physique. C'est un concept qui est excessivement intéressant, qui a émergé, je vous dirais, au début des années 90 et qui se définit comme suit. Donc, la littératie physique se définit à la fois par la motivation, la confiance, la compétence physique, les savoirs et la compréhension qu'a une personne qui lui permet de valoriser la pratique d'activité physique, et qui lui permet de prendre en charge son engagement tout au long de sa vie pour adopter un mode de vie physiquement actif. Donc, la littératie physique, c'est quelque chose qui, je vous dirais, qui n'était pas nécessairement reconnu comme étant quelque chose d'important. Et maintenant, ça fait partie des programmes scolaires où on vise vraiment à miser sur la littératie physique pour donner aux jeunes des bonnes motivations d'être actifs, pour donner aux jeunes la confiance en soi aussi d'être actifs, pour qu'ils aient envie et qu'ils aient le goût d'adopter un mode de vie physiquement actif. Je pense que là où on devrait et on se dirigera dans les prochaines années serait de promouvoir la littératie physique tout au long de la vie. Donc, il n'est jamais trop tard pour commencer la pratique d'activité physique. Donc, certaines personnes, surtout les personnes peut-être âgées ou très âgées actuellement, n'ont pas nécessairement grandi dans un contexte scolaire qui valorisait beaucoup la pratique d'activité physique, de loisirs, mais par exemple, qui se déplaçaient beaucoup à pied. Donc, l'activité physique a toujours fait partie de leur vie sans nécessairement s'en rendre compte ou le cibler. Rendu à un âge plus avancé, parfois, on n'a pas nécessairement les références ou les compétences ou le savoir ou la compréhension des bénéfices de l'activité physique, la confiance en soi, pour reprendre une activité physique suite à un long moment d'arrêt, suite à une prise de poids, par exemple, suite à un diagnostic de maladie. Donc, cette littératie physique-là, cette confiance, cette motivation, ces savoirs et compréhensions, c'est quelque chose qui devrait être construit très jeune chez les tout-petits, mais qui devrait être promu, véhiculé et renforcé tout au long de la vie. Le jeu libre et actif, je ne sais pas si c'est un concept duquel vous avez déjà entendu parler. Je vais en parler très brièvement parce que c'est personnellement un concept qui me tient énormément à cœur. Donc, le jeu libre et actif gagne de plus en plus en popularité. C'est pas vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il gagne
On se préoccupe de plus en plus en santé publique du jeu libre et actif parce qu'on commence à se demander s'il n'est pas menacé, en fait. Donc, le jeu libre, c'est un jeu qui est considéré comme étant imaginatif, comme étant créatif, qui fait référence au concept de liberté, liberté de mouvement, liberté de choix. Le jeu libre est initié par l'enfant, il est incertain, il est ambigu, il comporte très peu de règles, très peu de contraintes formelles ou informelles imposées par les adultes. Et un aspect clé du jeu libre et actif, c'est qu'il comporte un certain niveau de risque. Et ce risque-là est essentiel pour favoriser le développement des compétences des enfants, mais également pour favoriser leur autonomie. Donc, on sait que le jeu libre et actif est essentiel au développement des enfants. On sait que c'est un très important déterminant de la pratique d'activité physique à l'âge adulte et à l'âge très avancé. Par ailleurs, ce que les recherches dans le domaine de la santé publique semblent nous démontrer, c'est que le jeu libre et actif est vraiment très menacé dans nos sociétés actuelles, et ça pour différentes raisons. Donc, la première, qui revient un petit peu aux recommandations que je vous présentais tout à l'heure, c'est qu'on est dans une société où on instrumentalise énormément le jeu. Donc, suite aux épidémies d'obésité à travers le monde et auxquelles le Canada échappe pas, notamment chez les enfants, on s'est mis à mettre le focus énormément sur la quantité d'activité physique puis l'intensité d'activité physique pour oublier tout l'aspect spontané, l'aspect un peu non contrôlé du jeu qui apporte beaucoup de sources de plaisir. Donc, on a beaucoup voulu focusser sur ces recommandations-là, ce qui fait qu'à vouloir faire plus, à vouloir faire bouger davantage nos jeunes, bien, on a créé des contextes hyper contrôlés et hyper structurés. On a réduit énormément les opportunités de bouger de manière spontanée et active, beaucoup en raison des peurs et des craintes qui proviennent des parents. Les jeunes sortent très peu dans la ruelle, au parc voisin. On essaie vraiment de contrôler tout cet environnement-là, ce qui fait en sorte que les jeunes ont accès à beaucoup moins d'opportunités pour bouger. Et ce que les récentes études semblent démontrer, c'est que ce contexte-là, finalement, vient réduire la pratique d'activité physique des jeunes. Donc, en voulant faire plus, on fait finalement moins. Et il y a même des auteurs qui sont des collègues à l'École de santé publique qui parlent de backseat generation, et je trouvais que c'était un terme qui était très révélateur. Donc, le backseat generation fait référence à l'enfant qui est assis sur le siège arrière de la voiture puis qui est promené par son papa ou sa maman le samedi entre ses 8 activités physiques, entre le karaté, le match de soccer ou des activités comme ça. Donc, l'enfant est géré par un horaire qui lui appartient plus ou moins, et les opportunités de jouer librement, de créer, sont de moins en moins présentes. Or, on sait que ce sont ces opportunités-là qui sont les plus grands prédicteurs de la pratique d'activité physique plus tard. J'en parlerai pas davantage, je veux juste vous dire qu'il y a des initiatives à Montréal qui sont excessivement intéressantes, qui sont en cours de développement, notamment par Kate Froelich, qui est une professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, qui va tester dans les prochaines années des ruelles actives et des ruelles écoles où on redonne pendant certaines heures de la journée des portions de rue aux enfants afin qu'ils jouent. Et vous allez voir, ce n'est pas nécessairement uniquement les enfants, ça crée aussi un momentum pour que les parents, pour que l'ensemble des résidents puissent réintégrer, se réapproprier ces rues-là. Donc, il y a des tests qui vont être faits dans Outremont, dans Hochelaga et dans Parc Extension dans les prochaines années. C'est un projet qui vient de recevoir l'aval de la Ville de Montréal et qui est vraiment fort intéressant, qui vise justement à redonner un petit peu nos environnements à nos jeunes puis à favoriser la pratique du jeu libre et actif. C'est vraiment très inspirant. Le milieu de l'éducation, donc, quand on parle de promouvoir l'activité physique dans une perspective de bonne santé mentale, on ne peut pas vraiment faire fi de l'école. Et je vous ai mis différentes images parce que je pense que c'est super important de penser au-delà. Je vous ai mis une image du sport un petit peu plus peut-être parascolaire, mais régi par des règles. Donc, vous avez les filles qui jouent au basketball ici. Donc, ça, c'est une offre typique d'activité physique qu'on voit depuis grand nombre d'années. Ce qu'il faut développer de plus en plus, c'est le goût de bouger. Donc, le goût de bouger, ça peut se faire par des corridors actifs. Donc, vous avez les deux images où on met des ronds sur le sol pour inciter les jeunes à être actifs, ou encore des initiatives comme Filles actives. Je ne sais pas si vous connaissez Filles actives, c'est une initiative qui existe maintenant dans plusieurs provinces canadiennes, qui a pris naissance au Québec et en Ontario. Et ça vise spécifiquement les filles du secondaire et ça vise à leur donner des modèles, à leur donner des sources d'inspiration pour que durant l'année scolaire, elles se retrouvent ensemble, qu'elles bougent ensemble et qu'à la fin de l'année scolaire, elles accomplissent un défi qui est une course de 5 km non chronométrée.
Donc, Filles actives, c'est vraiment une très belle initiative auquel j'ai la chance maintenant de participer. Puis, je participe au volet recherche essentiellement et je m'intéresse notamment aux motivations à la pratique d'activité physique. Puis, je m'intéresse à savoir si le fait de faire partie de Filles actives, ils ont des conférences par des ambassadrices, par d'anciennes élèves qui sont un peu des modèles qui servent de conférencières, mais qui agissent plutôt à titre de conférencières maintenant. Donc, de voir si le fait de faire partie de Filles actives va un peu transformer les raisons pour lesquelles les jeunes filles sont actives, qui pourraient faire en sorte que ce serait davantage bénéfique pour leur santé mentale, mais aussi pour leur pratique d'activité physique future. Quand on pense aux adultes, on pense beaucoup au milieu de travail, donc les adultes qui sont en âge de travailler. Donc, vous êtes peut-être au courant, il y a de plus en plus d'initiatives de promotion de l'activité physique en milieu de travail. Donc, Entreprises en santé travaille beaucoup justement à la promotion des saines habitudes de vie en milieu de travail, notamment, et je vous dirais principalement, pour lutter contre l'absentéisme au travail et les problèmes de détresse et de santé mentale au travail. Donc, on sait que ce qui coûte le plus cher, quand on parle au milieu de travail, souvent, il faut parler avec des signes de dollars dans les yeux. Ce qui coûte le plus cher au milieu de travail, c'est l'absentéisme au travail ou le présentéisme, donc le fait d'être présent au travail, mais de ne pas être efficace au travail pour différentes raisons, très souvent associées à des problèmes de santé mentale. Je pense que quand certains intervenants, notamment d'entreprises en santé, se sont mis à approcher les entreprises et à leur parler en signe de dollars, ce qu'ils font beaucoup mieux que ce que moi, je pourrais faire, pour leur dire, bien, vous savez, si vous prenez soin de vos employés, bien, vous allez avoir un impact direct sur leur santé mentale. Oui, parce qu'ils vont être actifs, mais aussi parce que ça peut créer de la cohésion entre les employés, mais également entre les employés et la direction, parce qu'en activité physique, on devient tous égaux d'une certaine façon, surtout quand ça implique des nouvelles activités physiques auxquelles les gens sont moins habitués. Donc, il y a maintenant le PAFMAP qui est un programme québécois, en fait, qui peut donner des subventions jusqu'à 40 000 $ au milieu de travail pour développer soit des programmes ou des infrastructures qui peuvent être des gyms, par exemple, ou qui peuvent être simplement d'installer des racks à vélo dans un endroit sécurisé dans le garage de l'immeuble du travail pour favoriser le transport actif. Donc, le PAFMAP, c'est un programme qui a été mis sur pied il y a 2 ans, si je me rappelle bien, et qui va être renouvelé pour au minimum les 5 prochaines années, auquel les employeurs peuvent avoir recours pour avoir un soutien financier du gouvernement pour justement développer ces programmes-là ou ces infrastructures-là pour favoriser la promotion des saines habitudes de vie en milieu de travail. C'est super intéressant et on a aussi, avec un comité de professeurs de différentes universités canadiennes en collaboration avec Entreprises en santé, on a développé l'année dernière une toute nouvelle formation pour les kinésiologues pour qu'ils soient habilités à implanter ces interventions de promotion de l'activité physique en milieu de travail. Donc, je pense que c'est fort intéressant et je pense qu'il y a vraiment un besoin de repenser qu'est-ce que c'est l'activité physique en milieu de travail. Le nom de l'initiative, en fait, le nom du programme gouvernemental, c'est le PAFMAP, c'est P-A-F-E-M-A-P. Donc là, je m'excuse, l'acronyme m'échappe, mais c'est le programme d'aide aux entreprises en promotion des saines habitudes de vie, quelque chose comme ça. Et la formation pour les kinésiologues, c'est une formation qui est développée par plusieurs universités, mais qui est rendue disponible via Entreprises en santé. Donc voilà. Donc, une chose très importante quand on parle des entreprises, oui, il y a de mettre des programmes en place. Oui, il y a de mettre des infrastructures en place, mais je vous ai mis aussi une image d'un soulier avec un ordinateur. C'est aussi la conciliation des horaires, la conciliation vie personnelle et travail. Le fait de pouvoir travailler, par exemple, de la maison, c'est sûr qu'actuellement, dans le contexte de la COVID, c'est très répandu, mais le fait de pouvoir travailler de la maison, le fait de pouvoir, par exemple, rentrer plus tôt, finir plus tard, mais de prendre une plus longue heure de dîner pour pouvoir, par exemple, aller faire une activité physique sur l'heure du dîner, ce sont des pratiques de gestion au niveau des entreprises qui sont excessivement favorables à l'adoption des saines habitudes de vie qui ont un impact énorme sur la santé mentale. Toute la question de la cohésion et des interactions sociales entre les employés sont également excessivement intéressantes. Le dernier élément dont je voulais parler, je vous ai mis un escalier, il y a beaucoup d'initiatives qui visent au quotidien à rendre les lieux de travail beaucoup plus favorables aux déplacements actifs. Donc, il y a plein d'initiatives qui ont été mises en place. Là, bien évidemment, vous avez un escalier super, mais on a vu, par exemple, des initiatives comme le fait
exposer des œuvres des employés, par exemple, dans une cage d'escalier, échanger des œuvres à toutes les 2 semaines, en fait, ce qui fait en sorte que les gens sont beaucoup plus enclins à prendre les escaliers pour pouvoir voir les œuvres. Parfois, mettre de la musique dans les cages d'escalier, de rendre les milieux de travail ou les lieux de travail beaucoup plus propices à la pratique d'activité physique. Ce sont des stratégies qui fonctionnent bien. À l'autre extrême, vous avez des initiatives comme Google ou Facebook aux États-Unis qui, eux, ont des véhicules actifs pour faire leurs réunions puis se déplacent sur le campus de Google. Ceci étant, on n'est peut-être pas rendu là encore au Québec, mais il y a des choses qui peuvent certainement être faites. Le simple fait d'avoir des supports à vélo dans un endroit sécuritaire où on est confiant de ne pas se faire voler son vélo durant la journée, bien, ça peut faire en sorte qu'on sent que notre employeur nous soutient pour pouvoir justement adopter ces saines habitudes de vie-là. Les initiatives dans la communauté, donc, il y en a beaucoup. On peut parler des programmes d'activité physique, on peut parler de beaucoup de choses, mais je voulais rapidement parler de la question de la création des environnements favorables. Donc, la création des environnements favorables, notamment des environnements bâtis, prend beaucoup d'importance dans la promotion de l'activité physique, mais aussi dans une perspective de promotion de la bonne santé mentale. Donc, la réappropriation des lieux extérieurs aux communautés, c'est quelque chose qui gagne beaucoup en importance et qui est reconnu comme étant un véhicule promoteur de cohésion sociale, de soutien social, mais également d'activité physique. Donc, on sait que ce sont tous des déterminants de la bonne santé mentale. Donc, ce sont des initiatives qui sont fort intéressantes dans une perspective de promotion, prévention en santé mentale. Donc, les images que vous avez ici, l'image qui est sur le dessus, je vais vous la pointer ici, l'image que vous voyez ici et l'image qui est ici, c'est un projet qu'on appelle WooNerve. Donc, WooNerve, c'est un concept de réappropriation des espaces verts pour favoriser la réappropriation par les populations des quartiers. C'est un concept qui est international. Et les 2 images que vous avez ici un petit peu en haut, ce sont des exemples de projets WooNerve qui ont été faits à Montréal. Donc, c'est sur le collecteur Saint-Jacques dans le quartier Centre-Sud. Non, ce n'est pas Centre-Sud, je m'excuse, c'est dans l'Ouest. Donc, c'est Ville-et-Mort, proche de Ville-et-Mort et de Saint-Henri. Donc, il y a vraiment eu une réappropriation. C'est une espèce de champ d'asphalte avec des véhicules auparavant qui a été complètement transformé, oui, pour favoriser la pratique d'activité physique, mais aussi pour faire en sorte que les voisins apprennent à se connaître et à interagir entre eux en favorisant justement le sentiment de sécurité, le sentiment de cohésion qui sont très favorables à la santé mentale. Ce qui m'amène à faire le lien avec la nature et le plein air. Donc, je pense qu'on le sait dans un contexte actuel de COVID où justement les opportunités pour être en ville, des fois, on est de plus en plus craintif parce qu'on trouve qu'il y a une densité assez impressionnante de gens dans les rues ou dans les parcs. Donc, c'est vrai dans le contexte de la COVID, mais c'est vrai dans tout autre contexte. On sait que le contact avec la nature, au-delà de la pratique d'activité physique, a un effet très bénéfique sur la santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Donc, une espèce de forme de calme qui serait très favorable à la fois à la santé mentale, à la contemplation puis à la concentration également. Donc, d'une part, on peut penser à des initiatives d'intégration d'espaces verts dans nos villes, comme vous avez vu juste avant, comme je vous l'ai montré avec le projet WooNerve, ou le fait de se déplacer, si on a l'opportunité de le faire, puis de pouvoir aller dans des lieux soit semi-urbains, où il peut y avoir des petits parcs où on peut, par exemple, aller faire de la randonnée ou du vélo, ou carrément, si on a la possibilité de sortir de la ville puis d'aller dans des grands espaces pour pratiquer l'activité physique. Ça me ferait énormément plaisir d'en parler beaucoup plus parce que c'est une passion personnelle et c'est en train de devenir une passion de recherche, en fait, toute l'intégration des activités physiques en plein air, parce que ça rejoint des populations qui se sentent moins interpellées par la pratique d'activité physique dans un contexte de sport ou d'exercice. Donc, il y a des gens qui ont en horreur le fait de fréquenter un gym, et j'en fais partie, je le dis. Donc, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement une physionomie qui fait en sorte que la course les attire, mais c'est des gens qui aiment être en nature, qui aiment bouger, qui aiment prendre soin de leur santé et qui se sentent beaucoup plus rejoints par la randonnée, par exemple, que la course dans un parc dans la ville de Montréal. Donc, ce sont vraiment des initiatives qui prennent de plus en plus d'importance en population générale, mais également en population clinique. On a parlé beaucoup du « où »,
Je voudrais juste rapidement faire un focus sur des populations spécifiques qui, à mon avis, sont des populations qui doivent retenir notre attention en matière de promotion de l'activité physique dans une perspective de promotion de la santé mentale, notamment les jeunes mères ou les femmes enceintes. Donc, je n'aurai pas le temps de parler en détail de toute la question de la dépression postpartum ici, mais on sait que, notamment actuellement avec le contexte de la COVID, être une jeune maman ou une femme enceinte est beaucoup associé à un contexte d'isolement où on a très peu d'opportunités d'interaction. C'est des phases de la vie qui sont génératrices de grands stress, d'anxiété également, et où le contact avec les pairs ou avec des gens qui vivent des situations similaires aux nôtres est excessivement précieux. Il y a une montée fulgurante depuis les dernières années de l'importance, puis je vous dirais de l'offre en activité physique pour les femmes enceintes ou les jeunes mamans, qui est fort intéressante, puis je pense qu'il devrait être promu dans une perspective de promotion de la santé mentale. Donc, on pense notamment au yoga, au cours de pilates pour les femmes enceintes. Pour y avoir moi-même participé à mes différentes grossesses, je veux dire, des fois, on n'a pas du tout envie d'y aller, puis finalement, on se retrouve avec des mamans qui vivent la même chose que nous, qui dorment mal depuis plusieurs jours. Et le simple fait de se retrouver, même avec des inconnus, mais de partager des enjeux qui sont similaires, ont un impact énorme au niveau de la santé mentale parce qu'on peut y retrouver du soutien social qu'on n'aurait pas nécessairement accès à travers d'autres canaux ou d'autres réseaux sociaux. Même chose pour les activités postpartum. Donc, on pense justement aux entraînements, au fameux cardio-poussette qui a fait le succès de cardio plein air un petit peu partout à travers le Québec, ou encore des cours de yoga postpartum qui, justement, de la même façon, donnent une opportunité aux jeunes mamans qui n'ont pas dormi, qui sont fatiguées, qui trouvent ça un peu difficile de se retrouver entre elles, puis de pouvoir échanger. Puis je vous dirais que ce qu'on observe de plus en plus, c'est que ces initiatives-là, l'activité physique devient un prétexte pour se rassembler. Donc, on fait de l'activité physique, ça entraîne des bénéfices, mais souvent, ça va s'accompagner d'un petit café, d'une petite marche dans le quartier par la suite, qui ont des bénéfices hyper importants au niveau de la santé mentale. Une autre population, c'est les personnes âgées. Donc, les personnes âgées peuvent, et vous le savez probablement, souffrent énormément d'isolement. Donc, toutes les initiatives qui vont viser spécifiquement les personnes âgées, soit qui vivent en RPA, donc en résidence pour personnes âgées, en CHSLD ou qui vivent à la maison, la création d'opportunités où ils se sentent à l'aise d'aller, où ils sentent qu'ils vont retrouver des gens qui ont une forme physique comme la leur, qui est peut-être variable. Certains sont très en forme, d'autres le sont peut-être moins, avec des activités qui vont vraiment cibler leurs capacités, leurs compétences, qui vont favoriser le renforcement de leur motivation, puis de leur sentiment justement d'auto-efficacité, sont excessivement promoteuses d'une bonne santé mentale. Donc, une population très certainement à ne pas oublier et à considérer dans nos interventions. Dans le système de soins, donc, de plus en plus, on reconnaît l'importance de la promotion de la santé mentale et de la promotion de l'activité physique dans notre système de soins. Donc, je vous ai mis ici 2 exemples, il y en existe énormément, qui sont des exemples de promotion de l'activité physique. Donc, ici, on n'est pas dans un contexte de réadaptation, par exemple en physiothérapie, où l'idée, c'est de retrouver, par exemple, une mobilité spécifique en raison d'une chirurgie. On est vraiment dans un contexte où des gens traversent, par exemple, au Centre EPIC, qui est associé à l'Institut de cardiologie de Montréal, donc traversent une période souvent assez difficile où ils ont des incidents cardiaques et ils peuvent avoir accès au Centre EPIC où là, ils ont accès à des kinésiologues qui développent des programmes d'activité physique où ils peuvent bouger en sécurité avec des gens qui ont vécu un petit peu les mêmes étapes de la maladie qu'eux et les mêmes étapes de rétablissement. À gauche, l'image que vous avez, c'est une image des programmes d'activité physique de la Fondation Virage. Donc, la Fondation Virage, c'est une fondation qui est basée au CHUM, donc au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, et qui offre depuis maintenant plusieurs années, depuis 7 ans, des programmes d'activité physique en oncologie. Donc, les programmes étaient offerts jusqu'à tout récemment pendant et après les traitements. Vous allez voir, je vais vous en parler très brièvement après. On vient de développer un tout nouveau programme en préadaptation, donc pour les gens avant leur chirurgie. Et l'objectif, c'est de les faire bouger. Et vous allez voir dans le programme que je vous présente par la suite que la santé mentale est un des éléments clés des raisons pour encourager les gens à bouger en activité physique. Donc, je fais un tout petit aparté.
en ce moment, il existe depuis quelques années des recommandations spécifiques en matière de pratique d'activité physique pour les populations en cancer, donc les gens qui reçoivent un diagnostic et qui sont des survivants du cancer. Et l'une des recommandations les plus fortes et les prédominantes dans les guides de pratique clinique et les bénéfices d'activité physique pour réduire le stress, l'anxiété et les symptômes dépressifs chez les patients et les survivants du cancer. Donc, c'est l'un des effets positifs de l'activité physique chez les populations en cancer qui est les plus mis de l'avant dans les guides de pratique clinique. Donc, ça démontre l'importance chez ces populations cliniques-là qui très souvent, malheureusement, bien évidemment, parce qu'ils ont des problèmes cardiaques, parce qu'ils ont un diagnostic de cancer, très souvent, ces populations-là, on va vraiment se préoccuper de leur santé physique en premier, mais ils n'ont pas la capacité ou l'espace ou l'espace mental ou psychologique pour être suffisamment réceptifs parce qu'ils vivent des épreuves énormes au niveau de la santé mentale qui génèrent un stress incroyable. Les gens qui reçoivent un diagnostic de cancer, on le voit très bien, ça crée un énorme stress, une énorme source d'anxiété, c'est la peur, c'est l'inconnu, ce qui les rend beaucoup moins prompts et beaucoup moins aptes à bien suivre leur traitement. Alors qu'on s'aperçoit que si on s'intéresse à leur santé mentale puis qu'on agit pour les soutenir au niveau de la promotion d'une bonne santé mentale, de la réduction du stress, des symptômes anxieux et dépressifs, bien, ils sont beaucoup plus à même d'aller et de traverser la phase de traitement. Donc, je voulais juste vous faire un tout petit aparté sur ces nouveaux programmes de préadaptation qu'on est en train de développer au CHUM. Donc, avec une de mes étudiantes à la maîtrise, on a mis sur pied un programme de préadaptation en oncologie. Donc, l'idée, c'est de cibler la courte fenêtre d'opportunité entre le moment du diagnostic et le début du traitement pour optimiser, oui, la condition physique, mais aussi la condition psychologique des patients qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc, ces patients-là ont accès gratuitement à un programme d'activité physique 3 fois par semaine qui est couplé à chaque session avec des sessions d'enseignement et de discussion sur la nutrition, la motivation, le changement de comportement et le soutien psychosocial. La beauté de tout ça, c'est qu'à cause du contexte de la COVID, ça se fait en virtuel, mais ça se fait en virtuel et en groupe. Et je vous dirais qu'on est assez agréablement surpris et étonné de voir à quel point ça fonctionne bien. Et à ce titre-là, la Fondation Virage a gagné tout récemment le prix de la Direction de cancérologie du Québec pour ce nouveau programme virtuel, pas nécessairement uniquement préadaptation, on le fait également post-traitement. Donc, ces nouveaux programmes virtuels d'activité physique et soutien psychosocial en ligne, ils ont gagné un prix parce que on s'est aperçu que ça avait un impact énorme chez les patients et que les patients en demandaient davantage. Donc, le programme d'activité physique dure 1 heure 3 fois par semaine et les patients ont demandé à ce que les salles Zoom soient ouvertes une demi-heure avant et une demi-heure après pour pouvoir échanger et discuter entre eux. Donc, il y a de réels liens sociaux qui se sont créés même en virtuel. On l'observait quand c'était en présentiel, mais qui se sont créés même en virtuel, qui sont très promoteurs et très favorables à la bonne santé mentale. Très rapidement, en terminant, je vous dirais que j'en ai peut-être encore maximum pour 5 minutes. Là. Je voulais faire un petit aparté sur l'importance des technologies dans la promotion de l'activité physique et en santé mentale. Ça prend de plus en plus d'importance. On en parle de plus en plus à cause du contexte de la COVID et je pense que faute de pouvoir continuer à faire nos activités physiques dans les contextes auxquels on était habitué, plusieurs personnes se sont retournées vers les technologies et il y a vraiment des initiatives très intéressantes qui émergent. Donc, je ne pourrais pas vous en parler énormément. Vous connaissez très certainement les applications. Vous connaissez probablement les montres qui nous permettent de suivre ces programmes-là. Merci pour les commentaires. D'ailleurs, je les vois en même temps que je parle. Donc, il y a les montres de type Fitbit, il y a différentes choses, mais il y a les jeux vidéo actifs qu'on appelle exergaming qui prennent de plus en plus d'importance et qui sont fort intéressants, notamment parce que certains peuvent être faits en groupe. Donc, vous voyez les deux dames là, qui font un programme d'activité physique virtuelle. Donc, le principe des exergaming, c'est que l'appareil permet de suivre les mouvements de votre corps en temps réel. Donc, ça permet, par exemple, de faire une course contre quelqu'un ou de le faire avec quelqu'un. Le vélo, c'est la même chose. Vous pouvez choisir, par exemple, de le faire en réseau avec d'autres personnes. Vous pouvez choisir un niveau compétitif ou encore, vous pouvez choisir une promenade dans des lieux agréables et vous êtes en réseau avec de réels autres individus qui font de l'activité physique dans leur salon sur leur vélo. Et il y a même des initiatives auprès des personnes âgées qui ont été mises en place, que ce soit du bowling ou différents types d'activités. Il y en a même qui se font
assise, mais qui favorise les mouvements, par exemple, du haut du corps pour des gens qui seraient à mobilité réduite. Ce dont on parlait tout à l'heure dans un commentaire, puisque je vous ai dit très rapidement, ce sont toute l'offre d'activités physiques en ligne. Donc là, je vous ai mis un exemple, encore une fois, de la Fondation Virage. Donc, ce sont les entraînements en ligne qui ont été mis en place dans le contexte de la COVID et qui vont perdurer parce que ça suscite énormément d'intérêt. Ça favorise aussi l'accessibilité. Il y a beaucoup de gens, on pense au CHUM, mais le CHUM, c'est un hôpital de 3e, 4e ligne. Il y a des gens qui viennent de Montréal, mais il y a des gens qui viennent de la Chute, de Mont-Laurier, qui viennent de très loin, qui ne peuvent pas ou qui ne pouvaient pas se déplacer 3 fois par semaine pour pouvoir participer aux entraînements et aux séances éducatives, qui voient à travers les séances d'activité physique en ligne vraiment des opportunités en or de pouvoir, bouger, mais de pouvoir aussi échanger avec des gens qui traversent des étapes similaires de la maladie. Donc, à ma connaissance, les effets de toutes ces séances d'activité physique en ligne-là ont été très peu étudiés jusqu'à maintenant. Il y a un avis scientifique qui vient de paraître de l'INSPQ, donc j'en parle dans 2 diapos. Fait que je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller consulter ces documents-là parce que je pense que c'est quelque chose qui va gagner en importance, qui ne remplacera jamais les interactions en réel qu'on aura, mais qui permettent probablement de rejoindre les populations qui ne seraient tout simplement pas en mesure, de participer à ces programmes-là ou d'avoir accès à ces interactions sociales. Très rapidement, une autre initiative virtuelle que je voulais vous partager, qui existe en cancer, mais qui serait très applicable à d'autres domaines, c'est l'initiative Active Match. Donc, l'initiative Active Match, c'est une initiative qui a été mise sur pied par des collègues à l'Université de Toronto et qui a été déployée en Ontario. Donc, Active Match, c'est un site de rencontre pour les femmes survivantes de cancer. Donc, ça fonctionne exactement comme un site de rencontre typique pour rencontrer un partenaire. Mais l'idée ici, c'est de favoriser les rencontres entre les femmes en fonction de leur profil en activité physique, de leur âge, et de pouvoir échanger entre elles et de faire de l'activité physique ensemble. Donc, c'est quelque chose qui a été développé évidemment avant la COVID et un aspect très intéressant après 1 an d'offre du programme, il y avait évidemment la géolocalisation des participantes et on s'est aperçu qu'il y a des femmes qui habitaient très loin, par exemple dans le nord de l'Ontario versus Toronto, qui s'étaient liées d'amitié et qui avaient fait des duos, en fait, qui avaient créé des dyades et qui avaient été matchés, entre guillemets, et qui faisaient de l'activité physique ensemble. Donc, il y a des entrevues qualitatives qui ont été faites avec ces femmes-là. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ces femmes-là ne s'étaient jamais vues de leur vie, mais qu'à travers leur profil, elles avaient trouvé des intérêts communs et elles se parlaient au téléphone, elles se fixaient des objectifs mutuels, elles faisaient l'activité physique chacun de leur côté, mais elles se supportaient dans cette phase de réadaptation suite au cancer. Donc, ce sont des initiatives vraiment très intéressantes. Cette initiative-là a donné lieu à des initiatives similaires aux États-Unis qui s'appellent Unbreakable par 2 femmes survivantes du cancer qui sont à New York. Et c'est vraiment des initiatives qui, à mon avis, sont excessivement porteuses. Il y avait une question par rapport au programme de post-adaptation. Donc, oui, au CHUM à Virage, il existe des programmes pré-adaptation, donc avant les traitements, pendant les traitements et post-traitement. Et il y a eu tellement un engouement important que maintenant, on a un programme qui s'appelle le programme de maintien. Donc, c'est pour les gens qui ont eu accès aux 12 semaines post-traitement, mais qui en veulent encore davantage. Moyennant, cette fois-ci, un petit coût, je pense que c'est 5 $ par semaine, ils peuvent participer au programme. Ceci étant, les programmes de virage, en ce moment, ils commencent à être victimes de leur popularité. Mais les programmes de virage ne sont pas restreints aux gens qui sont traités au CHUM, donc ils sont ouverts à l'ensemble de la population. Mais il y a des initiatives qui commencent à porter des fruits, puis ces initiatives-là commencent à porter des fruits puis à faire des petits. Donc, on est en train d'établir une collaboration avec le CIUS en Gaspésie, qui est tout près de Maria, la ville de Maria, pour qu'ils développent des programmes similaires à Maria également. Il y a des initiatives qui se font partout au Canada, justement en pré- et en réadaptation en oncologie, et on vise vraiment à déployer éventuellement ces services-là de manière beaucoup plus large pour pas que ça soit juste confiné au secteur hospitalier, mais que ça soit aussi disponible potentiellement dans les communautés avec des professionnels qui seraient formés ou spécialisés en oncologie.
Donc, pour terminer, je voulais juste vous dire ici, c'est un extrait des mesures pour soutenir la pratique d'activité physique en contexte de pandémie qui a été publié au tout début de la pandémie. Donc, si je me rappelle bien, c'est en mars dernier, je crois, par l'INSPQ. Et on recommandait la promotion et dispenser des programmes d'activité physique au moyen des technologies numériques. Donc, c'était une recommandation dès le début de la pandémie. De l'INSPQ de se tourner vers ces initiatives-là. Et la semaine dernière, ils ont publié un avis scientifique qui s'intitule « L'efficacité des technologies numériques pour promouvoir l'adoption d'un mode de vie physiquement actif ». Donc, ce n'est pas ciblé uniquement sur la santé mentale, mais je vous encourage à aller le consulter. C'est fort intéressant et globalement, si je peux me permettre de vous résumer les 80 pages en une ligne, il y a relativement peu d'études qui portent sur le sujet, mais il y en a quand même de plus en plus. Les effets semblent positifs en lien avec la pratique d'activité physique. Ceci étant, ils sont relativement minimes, puis on ne sait pas si ça permet de les maintenir à travers le temps. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être poursuivi et exploré. Donc, si on reste un petit peu dans le contexte de la COVID rapidement, quelques trucs et astuces en contexte de COVID. J'ai eu la chance de participer à plusieurs groupes d'échanges, de discussions. J'ai donné quelques entrevues sur ce sujet-là. Ce n'est pas évident de bouger en contexte de COVID, aussi convaincu qu'on puisse être de l'importance de la pratique d'activité physique. Donc, une des stratégies, je pense, qui est importante pour vous puis pour les gens avec qui vous parlez, je pense, c'est d'accepter, que ce n'est pas nécessairement facile d'intégrer actuellement l'activité physique dans notre quotidien. Là, le printemps semble nous aider si la neige peut arrêter. Mais d'intégrer plusieurs petites séances d'activité physique dans la journée. Ce que les études nous montrent, c'est que même 5 minutes d'activité physique sont bénéfiques, donc de morceler la pratique d'activité physique. Pour ceux d'entre vous qui sont, par exemple, de jeunes parents, moi, le couvre-feu, quoique je supporte énormément cette pratique de santé publique, parce qu'elle semble, en tout cas, jusqu'à maintenant avoir certains effets, c'est la mesure que personnellement je trouve la plus difficile parce que moi, mon moment pour faire de l'activité physique, c'était une fois les enfants couchés. Donc, le couvre-feu m'enlève cette opportunité-là. Fait qu'il faut que je repense ma pratique d'activité physique. Je ne peux pas, dans ma journée de travail, faire de la place pour 1h30 d'activité physique. J'ai essayé, ça fait 1 an que j'essaie, puis je n'y suis pas parvenue. Donc, il a fallu que j'accepte de l'intégrer de manière différente et de morceler la pratique d'activité physique en petits moments, par exemple le matin, le midi, le soir, que ce soit un 5, 10, 15 minutes. C'est une des façons qui est stratégique pour pouvoir justement rester actif. Le fameux fake transit, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est quelque chose que de plus en plus de gens essaient d'intégrer dans leur vie, de faire semblant de se rendre au travail, en fait. Donc, vous êtes probablement nombreux avant à utiliser les transports en commun, à vous déplacer à pied, à vélo, ne serait-ce que marcher jusqu'à l'autobus ou au métro pour aller au travail. Et c'est des choses qu'on nous a enlevées. Souvent, on a la distance entre la chambre et la cuisine, puis ça s'arrête pas mal là. Les plus chanceux d'entre vous vont aller reconduire les enfants à l'école, mais c'est à peu près tout ce qu'on a comme déplacement. Donc, le fake transit, c'est d'imiter un petit peu le déplacement qu'on ferait pour se rendre au travail. Donc, c'est de s'habiller le matin, d'aller marcher un 15-20 minutes, par exemple, puis de revenir à la maison avant d'aller travailler, puis de faire la même chose à la fin de la journée. Ça peut avoir l'air simpliste, mais c'est des petits trucs ou des petites façons qui peuvent nous permettre d'intégrer la pratique d'activité physique dans notre quotidien en contexte de COVID. Ensuite, bougez avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec votre conjoint-conjointe. Donc, nos opportunités de participer à des groupes d'activité physique ont été réduites. C'est peut-être justement l'opportunité d'essayer des nouvelles choses, puis d'en faire quelque chose qui peut être intéressant pour les gens qui, justement, sont dans une bulle où ils travaillent, mais ils vivent avec d'autres personnes. Pour les gens qui sont seuls ou pour les gens qui privilégient la pratique d'activité physique seule, actuellement, puis je l'ai dit beaucoup dans la présentation, le contexte social de l'activité physique, c'est intéressant pour les interactions, mais c'est aussi précieux pour la motivation. Donc, si c'est possible de penser ou d'essayer de rejoindre des groupes qui soient virtuels ou à distance, par exemple, donc il y a beaucoup d'activités physiques extérieures en plein air qui ont repris et qui sont autorisées actuellement, ça peut être des alternatives intéressantes. Une autre alternative que j'avais donnée dans une conférence que j'avais donnée un petit peu plus tôt cet hiver, dans une période où on se sentait très, très, très isolé, on avait très peu de contact avec les autres, d'aller marcher au parc, simplement de marcher dans un contexte social où on voit d'autres gens qui marchent, d'autres gens qui courent, qui sont seuls aussi. On n'interagit pas, mais on se sent moins seul. Donc, pour briser l'isolement, c'est une stratégie qui peut être efficace puis qui peuvent très bien fonctionner. D'intégrer, pour ceux qui sont sur le marché du travail, d'intégrer dans la pratique ou de suggérer aux gens d'intégrer dans leur pratique
un mode de travail beaucoup plus actif. Donc, des réunions ou des pauses actives, moi, je le fais maintenant de manière systématique. J'aurais peut-être dû le faire aujourd'hui. Je n'y ai pas pensé. On avait 2 heures, puis on aurait pu le faire. Dans tous mes cours à l'université, j'intègre des pauses actives. Donc, il y a un étudiant à chacun des cours qui est responsable de créer un 5 à 7 minutes de pause active où on est tous debout, on fait soit des étirements, soit des activités physiques qui n'impliquent pas nécessairement d'aller changer ou quoi que ce soit, mais ça brise un petit peu la monotonie du Zoom perpétuel, puis ça fait en sorte qu'on est capable d'intégrer la pratique d'activité physique dans la journée. Aussi, d'accepter puis de créer une culture d'entreprise ou de travail où on accepte de faire nos réunions debout. Donc, c'est une pratique qu'on peut intégrer dans nos milieux de travail ou d'accepter ou de faire accepter qu'on fasse des réunions où on n'est pas nécessairement la caméra ouverte parce qu'on prend notre téléphone, on branche nos écouteurs puis on va faire nos réunions en marchant. J'ai écrit sous le soleil ou sous la neige. Je préparais ma présentation hier, puis à l'annonce de la neige, je trouvais que c'était à propos. Mais c'est des choses qu'on peut intégrer puis qui peuvent favoriser la pratique d'activité physique. Je me permets de mentionner une initiative qui a été portée à mon attention tout récemment par Montréal Physiquement Active, qui est une table de concertation très intéressante qui vise à promouvoir la pratique d'activité physique sur le territoire montréalais et qui ont développé cette initiative-là. Qui est fort intéressante et qui est supportée par la direction de la santé publique de Montréal, qui s'appelle « As-tu bougé aujourd'hui » et dans lequel, sur le site web, vous trouvez plusieurs onglets avec des trucs et des astuces pour différents groupes de la population, donc personnes âgées, jeunes, adolescents, familles, personnes seules, pour s'inspirer et trouver des façons d'être actifs dans le contexte actuel, mais aussi dans un contexte plus général. Donc, je vous invite à aller le consulter si vous le souhaitez. Et puis enfin, peut-être en vous quittant, quelques petits messages clés sur lesquels je voudrais terminer puis vous laisser. Je pense que la première chose, la chose la plus importante, c'est de passer le mot. Passer le mot que bouger pour être en bonne santé mentale, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est efficace, puis c'est quelque chose qu'on devrait valoriser dans nos bulles familiales, dans nos relations avec les autres, dans nos milieux de travail, chez les enfants, chez les tout-petits, chez les personnes âgées, dans les garderies. Il faut passer le mot, il faut en parler. Encourager la pratique d'activité physique dans un contexte social. Donc, je pense que la littérature est très concluante à ce niveau-là, puis c'est quelque chose qui doit être mis à l'agenda. Puis ça doit se traduire par des interventions, des opportunités ou des initiatives qui favorisent justement ce contexte social d'activité physique-là. Puis, il faut penser en dehors des groupes ou des équipes d'activité physique ou des groupes sportifs. Il faut penser justement au principe du WONERF qui permet justement aux populations d'échanger socialement, de se réapproprier leur ruelle, leur quartier, leur rue, aux personnes âgées. Il y a des belles initiatives qui invitaient les personnes âgées à aller marcher dans les ruelles de Montréal en jouant de la musique. Donc, il y a plein de choses qui ont été faites. Puis je pense qu'il faut juste innover, puis sortir de la boîte, puis penser à ce qu'on peut faire autrement et différemment pour notre santé mentale. Bouger dans ses loisirs et pour le plaisir, donc ça va beaucoup en lien avec ce qui ressort de la littérature scientifique. Développer des stratégies, des programmes qui priorisent le renforcement des déterminants psychosociaux de la santé mentale. Donc, on a parlé des motivations saines, on a parlé évidemment des réseaux sociaux, on a parlé du soutien social, du sentiment d'auto-efficacité, on a parlé de l'estime de soi. Donc, d'être conscient et soucieux dans le développement des programmes ou dans l'adaptation des programmes qui sont déjà existants en activité physique, d'avoir un souci pour faire en sorte de mettre l'emphase sur ces espèces d'éléments clés qui sont favorables à la santé mentale. Donc, les programmes actuellement, encore une fois, misent beaucoup sur l'atteinte de certains niveaux en activité physique. On peut prendre ces programmes-là, les repenser un tout petit peu en intégrant des composantes favorables à la santé mentale, en insistant sur les bonnes motivations, en rappelant aux gens que ce n'est pas toujours de faire plus, mais c'est peut-être de faire mieux, puis de développer du plaisir pour pouvoir rester actif qui est important. Donc, je pense que c'est vraiment d'utiliser ce qui est fait actuellement, mais d'essayer des fois de faire des ajouts, de changer ou de modifier des petites choses pour s'assurer d'avoir vraiment des bienfaits sur la santé mentale. Puis en fait, petit message clé que je vous ai dit tout à l'heure, promouvoir l'activité physique pour une bonne santé mentale, donc reconnaître que c'est bon pour la santé mentale, le faire tout au long de la vie et aussi dans tous les milieux et les environnements. Vous le savez, plus on répète quelque chose, plus on a d'opportunités ou de contexte, plus ça fait en sorte que l'individu a des ressources et que le choix d'être actif devient le choix facile, le choix agréable et le choix aisé. Et enfin, innover, essayer, adopter de nouvelles et de bonnes habitudes de vie et surtout ne pas se culpabiliser. Je pense que dans le contexte
actuelle de la COVID, c'est très facile de se culpabiliser d'avoir passé 9 heures assis sur sa chaise puis de ne pas être sorti de la maison. Commencez, vous et les gens avec qui vous travaillez, par, je pense, ne pas se culpabiliser, apprendre et accepter que ce n'est pas toujours facile, mais qu'il existe des trucs, puis que si on a été inactif pendant un certain temps, ce n'est pas si grave. L'idée, c'est d'être capable de trouver des stratégies et des solutions pour avoir le goût de redevenir actif puis de le demeurer. Donc voilà, donc un gros merci. Je vais terminer maintenant. Je vous inviterai, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir à y répondre. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai mis le logo. Il y a un site web qui est en construction pour mon laboratoire de recherche avec mes étudiants et mes agents de recherche. Mais entre-temps, on a une page Facebook qui s'appelle le LABE, donc qui est le laboratoire activité physique et bien-être. Et on travaille sur différentes populations, toujours dans une perspective de promotion de l'activité physique et de promotion de la santé mentale. Donc, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Si vous avez des questions, que ce soit dans le chat ou que ce soit de vive voix, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis si vous préférez me réécrire par courriel par la suite, ça me fera vraiment plaisir aussi d'y répondre. Merci Isabelle. Je vous ai également mis un sondage que vous pouvez cliquer dessus pour remplir, pour nous aider dans vos commentaires et suggestions pour nos services. Je vais me permettre de revenir à une question qui avait été posée un petit peu avant concernant la fondation Virage. On demandait s'il y avait une personne, comment contacter cette fondation pour bénéficier donc des services d'activité physique. Le mieux, en fait, serait d'aller sur le site web de la Fondation Virage. Donc, ils ont un site web, ils ont un numéro de téléphone et un courriel de contact. Et ça vous permettra aussi de voir l'ampleur. Moi, je vous ai parlé uniquement des services de kinésiologie en activité physique parce que toutes mes collaborations avec Virage sont à ce niveau-là. Mais ils ont beaucoup de services qui vont de la massothérapie aux perruques, notamment en oncologie. Ils ont de l'art-thérapie également. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, ils ont une page Facebook, mais je pense que le mieux serait vraiment d'aller sur le site Internet de la Fondation Virage. Donc, vous pouvez faire simplement Fondation Virage. Vous devriez tomber très facilement dessus. Excellent. Puis je viens de mettre justement le lien dans le chat juste avant. Merci, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, là, je vois qu'il y avait une question aussi de Claudia qui dit, excellente présentation, merci. Il est connu que l'absence de détresse psychologique ne reflète pas nécessairement la présence de bien-être psychologique. Affects positifs comme la joie, mais aussi satisfaction de vie, optimisme, sens de direction de vie. Savez-vous ce que rapporte la littérature au sujet de l'impact de l'activité physique sur le bien-être psychologique spécifiquement? C'est une excellente question. Puis, quand j'enseigne justement à l'université, je passe en général 3 heures à expliquer la distinction entre la santé mentale et les symptômes de troubles mentaux, donc la santé mentale et le bien-être aux étudiants, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très souvent confondu. Donc, au début de la présentation, quand je parlais de santé mentale, je parlais de santé mentale dans sa perspective positive. Donc, je parlais de bien-être, cette fois-ci qui s'était combiné à la fois émotionnel, psychologique et social. Et moi, la plupart de mes travaux ont porté justement sur ces indicateurs positifs de bien-être. Et ce que la littérature démontre, c'est oui que l'activité physique est efficace, que plus d'activité physique, c'est bénéfique et qu'encore une fois, le contexte social de l'activité physique est associé positivement à ces formes de bien-être-là. Donc, encore une fois, je pense que vous le savez, on a longtemps parlé de la santé mentale comme étant uniquement quelque chose lié à la détresse psychologique, aux symptômes anxieux et dépressifs. Donc, la littérature sur les concepts de qualité de vie, bien-être psychologique, bien-être social, bien-être émotionnel, elle est plus récente, mais les résultats vont dans le même sens. Je vous dirais qu'on est quelques chercheurs à s'y intéresser dans le monde actuellement. Et ça va exactement j'allais dire dans le même sens des conclusions, mais exactement à l'inverse. Donc, l'activité physique serait très favorable au renforcement. Et on sait que le bien-être n'est pas l'opposé des symptômes de troubles mentaux, mais qu'un niveau élevé de santé mentale ou de bien-être psychologique est un excellent prédicteur du fait de ne pas développer de symptômes anxieux ou dépressifs par la suite. Donc, dans cette perspective-là, en permettant de renforcer le bien-être psychologique, on peut se permettre de croire qu'on va avoir également un effet sur la prévention de certains symptômes. Merci.
Je vais prendre une autre question. Donc, c'est la question de Mathilde Lausier qui demande: y a-t-il de tels programmes? Donc, je pense qu'on reparle encore un peu de la fondation Virale, tel programme pour les personnes hospitalisées en psychiatrie à votre connaissance, ici ou ailleurs dans le monde? La réponse serait oui, parce que j'ai des collègues qui travaillent dans ce domaine-là, mais malheureusement, je m'y connais très peu. Je sais qu'il y a des petits programmes qui existent notamment au CHUM en psychiatrie, en activité physique, mais malheureusement, je m'y connais très peu dans ce domaine-là, mais je sais que c'est quelque chose qui existe. Je vous invite, peut-être que je peux l'écrire dans le chat, là. C'est un collègue à moi qui est également professeur à l'école de kinésiologie. Je vous écris son courriel ici, c'est Ahmed Jérôme Romain. Il est professeur à l'école de kinésiologie à la faculté de médecine, mais il est également chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et ses travaux portent spécifiquement sur la pratique d'activité physique chez les personnes atteintes de troubles mentaux graves. Donc, ce serait peut-être une bonne personne. J'ai écrit à Stéphanie Flecteau spécifiquement. Je suis désolée. Attendez un petit peu, je vais le réécrire à tout le monde. Donc, peut-être communiquer avec Ahmed. Attendez, je vais même vous mettre son courriel, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Peut-être mettre le tien aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont demandé, il y a une personne qui a demandé ton courriel, je ne sais pas. Oui, je l'avais mis dans ma présentation Ouais. PowerPoint, mais je vous le remets ici. Donc, vous avez le contact de mon collègue Ahmed. Vous pouvez aller voir son profil sur le site de l'Université de Montréal aussi. Donc, on collabore énormément ensemble, mais lui travaille beaucoup plus en traitement et en troubles mentaux graves. Je vais pas faire des erreurs. Je vais lire la prochaine question, parce qu'on a reçu quand même quelques questions. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui. Donc, c'était: quel est l'apport de l'intervenant dans l'augmentation ou la diminution des bienfaits de l'activité sportive sur la santé mentale? Donc, la place des intervenants dans cette... Excuse-moi, je n'ai pas compris. C'est l'apport de l'intervenant, la place de l'intervenant dans l'augmentation ou la diminution des bienfaits de l'activité sportive sur la santé mentale. C'est une question qui est très large, mais qui est super intéressante. Je pense qu'on a beaucoup à faire comme intervenant, peu importe le rôle, peu importe la population auprès de qui on intervient. Dans un contexte médical, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup la culture que l'activité physique peut être dangereuse. Alors, il y a un énorme travail au niveau des kinésiologues, des infirmières pour favoriser la pratique d'activité physique en milieu scolaire. On le disait tout à l'heure au début de la présentation, l'importance de dire que faire de l'activité physique pour sa santé mentale, c'est quelque chose qui est excessivement porteur et précieux aussi. Je pense que les jeunes ont besoin d'en entendre parler. Je pense que les gens en milieu de travail ont besoin d'en entendre parler aussi. Puis je pense qu'on doit faire quelque chose parce que les gens se sentent... Très peu de gens sont contre l'activité physique. Je vous dirais qu'en 2021, pas mal tout le monde est convaincu des vertus de l'activité physique. Les gens ne savent pas par où commencer, ne savent pas les ressources qui s'offrent à eux. Puis je pense que le rôle de l'intervenant, c'est probablement de replacer un petit peu les bonnes raisons, mais aussi les ressources, les opportunités, puis aussi qu'est-ce que c'est l'activité physique, qu'est-ce que c'est le mouvement, parce que très souvent, les gens vont avoir une idée très lointaine de ce que c'est, un objectif qui leur semble très peu atteignable, puis je pense que l'intervention peut faire beaucoup pour rendre l'activité physique quelque chose de beaucoup plus près des individus, de plus accessible, de beaucoup plus réaliste également. Merci. Alors, une autre question. Donc, est-ce que vous avez des astuces pour promouvoir l'activité physique chez les gens qui bouger est associé à la honte ou à l'anxiété en raison de leur état physique? Donc là, on parle de personnes qui peuvent avoir de l'obésité morbide, par exemple, sentiments pouvant être amplifiés par les troubles de santé mentale aussi. Tout à fait. Je pense que j'allais dire la théorie, mais ce n'est pas une grande théorie, mais la stratégie des petits pas est probablement ce qui est le plus porteur, puis sans mauvais jeu de mots, là. Je pense que c'est de commencer très doucement, en fait. Donc, par exemple, de réduire son temps de sédentarité de 10 minutes par jour. Donc, un moment qui serait passé assis dans le sofa, de le passer debout, puis de trouver cette opportunité-là pour faire quelque chose debout dans la maison ou à l'extérieur, par exemple. Donc, je pense que c'est de commencer très, très, très à petits pas. Si possible, de favoriser l'accès à des ressources pour ces gens-là qui puissent peut-être rencontrer des gens ou pouvoir faire ce type
pouvoir faire de l'activité physique. Encore une fois, ça peut se résumer à de la marche, 5 minutes par jour pour commencer. Ce sera 10 minutes éventuellement. Ce sera peut-être 1 kilomètre ou 2 kilomètres dans un mois, 2 mois ou 3 mois. Donc, je pense que c'est de commencer vraiment petit à petit. Je pense que ce qu'il faut, c'est un peu démystifier l'activité physique. L'activité physique, c'est associé à du sport très souvent, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça, l'activité physique. Et je pense que tout le monde peut bouger, mais l'important, c'est de respecter ce qu'on est capable de faire, mais surtout de respecter ses intérêts. Parce que la pire chose, c'est de commencer trop vite ou trop gros, d'être découragé puis de plus jamais avoir envie d'en faire. Donc, on pense à l'enfant, par exemple, qui a une très mauvaise expérience à l'école dans son cours d'éducation physique. L'expérience dans le cours d'éducation physique à l'âge de 6 ans est un prédicteur du risque de faire de l'activité physique dans le futur. Donc, pour des gens, par exemple, en situation d'obésité morbide, c'est la même chose. Et c'est là aussi que le plein air, je pense, vient prendre une importance énorme parce qu'aller marcher en forêt, c'est relativement accessible. Si on a des bâtons, par exemple, donc on pense à des gens qui sont vraiment en surpoids important, si on peut avoir accès à des bâtons pour s'aider et se stabiliser lorsqu'il peut y avoir des racines, ça favorise la force musculaire, ça favorise la dépense énergétique. Donc, c'est des stratégies, je pense, qui doivent être privilégiées. Mais il faut commencer tout petit. Puis, il faut accepter que 5 minutes, c'est pas beaucoup. Puis, c'est peut-être même pas 5 minutes de marche, ça peut être 5 minutes de ne pas être assis. Donc, je pense que de réduire l'inactivité physique pour tranquillement intégrer l'activité par la suite. Très bon. On a aussi un commentaire de Julie qui dit qu'elle est contente de voir que l'activité physique doit et peut être mise de l'avant dans les milieux scolaires et qui en ce moment, bien sûr, s'inquiète beaucoup de la santé mentale des élèves avec tout ce qu'on vit et qui veulent proposer simplement des programmes de développement psychosociaux. Je vais pousser davantage cette initiative. Donc, je trouve que c'est un bon commentaire et effectivement, l'importance de proposer une multitude d'activités, notamment pour les jeunes, mais pour tout le monde aussi, en santé mentale, avec, oui, l'activité sportive, mais on parlait aussi tantôt d'art-thérapie ou des programmes psychosociaux, plus psychologiques. C'est vraiment effectivement un bon commentaire et je voulais le partager. Oui, non, c'est hyper intéressant. Puis ça me permet de juste faire un tout petit aparté. Hier, j'ai vu passer une vidéo en prévention de la violence et de la santé psychologique qui a été faite à l'école Lucien Pagé, qui est une école en parc extension, donc j'habite tout près. Et c'est une vidéo, en fait, qui a utilisé la danse. Donc, c'est une école qui est très multiethnique, donc c'est la danse hip-hop. Donc, il y a autant de garçons et de filles qui dansent, les membres du personnel, et ils ont fait une vidéo qui était un contexte dans lequel ils apprenaient aux jeunes à danser, mais en même temps, ils couplaient ça avec des sessions éducatives en prévention de la violence. Et j'ai trouvé ça une initiative excessivement intéressante. Puis souvent, on va penser que la danse, c'est un certain type de danse qu'on a fait quand on était petit et que c'est réservé aux petites filles avec le tutu, mais pas du tout. Puis je trouvais ça super intéressant parce que tous les jeunes s'y reconnaissaient, garçons, filles, 13 ans, 17 ans, les membres du personnel. C'était vraiment super beau à voir que des gens se retrouvaient autour d'une activité physique comme ça. Puis il y avait des jeunes qui étaient dans des situations d'embonpoint assez importantes. Mais la danse, elle est accessible à peu près pour tout le monde. Donc, je pense que c'est de repenser ça. L'équipe de soccer ne convient pas à tous, ni en termes d'intérêt, ni en termes de capacité ou de compétences physiques. La danse, ce sont des choses qui sont beaucoup plus accessibles puis qui sont souvent associées à beaucoup de plaisir aussi. Donc, ils ont tout fait ça avec leur masque. C'était de toute beauté. Donc, je vous invite à aller voir le vidéo de Lucien Pagé. C'était très inspirant. Excellent. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Sinon, ça clôturerait notre présentation aujourd'hui. Donc, a priori, pas d'autres questions. Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment très intéressant. Merci pour cette belle présentation. Merci à tous. Donc, vous allez recevoir le lien pour la vidéo. Je sais que nous avons eu des problèmes de connexion. Donc, vous allez pouvoir avoir le lien du vidéo pour pouvoir le diffuser auprès de votre réseau pour le regarder en différé. Donc, merci à tout le monde. Merci Isabelle et très bonne journée à vous. Merci beaucoup d'avoir été là puis merci pour l'invitation. Passez une belle journée tout le monde. Active si possible. Malgré la neige. Malgré la neige. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir.
Merci.